Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 322 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 14e numéro de notre Top 100, la syllabe Top 100 participatif de plein de médias différents. Top 100 joueurs NBA 2024, évidemment, avec aujourd'hui Josh du NBA Corner Pod. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau épisode de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2024, top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents, c'est un peu l'idée. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est déjà venu, quelqu'un qui est le maître du NBA Corner comme PJ Tucker, mais à l'inverse de PJ Tucker, il est encore capable de mettre un tir sur le terrain. C'est Josh aujourd'hui, comment ça va Josh ? Salut Guillaume, ça va très très bien. Ravi d'être là. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Tu bouges quand même un peu mieux que lui encore. Ah non, pas vraiment, non. Je pense que PJ Tucker et moi, on est assez similaires en termes de mouvement sur un terrain de basket. Bon, justement, Josh du NBA Corner, vous aurez compris la référence, bien entendu, le podcast, le NBA Corner. Petit instant promo, qu'est-ce qu'on peut retrouver actuellement sur le NBA Corner, ton podcast qui est tous les vendredis, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On essaye de le sortir tous les vendredis. Écoute, on a commencé la saison doucement. J'ai parlé de quelques bouquins pour commencer la début septembre. Là, on est en train de faire un petit peu la preview avec les joueurs à suivre, les équipes à suivre. Et le 18 octobre, on fera on parlera des contenders. Voilà, il y aura le premier mailbag aussi des auditeurs du NBA Corner pour le 11 octobre. D'ailleurs, pour ceux qui ont des questions à poser, qui ont des questions à me poser à moi et à mes invités, nbacornerpod@gmail.com. N'hésitez pas. Voilà, et c'est quand même un corner pod un NBA corner qui a plus de valeur que PJ Tucker, on est d'accord. Bon, Josh. Ce format, tu le connais, tu l'as déjà fait l'an passé. Tu as eu la chance de faire le quadruple MVP en titre. Nikola Jokic, je confonds. Ça me fait plaisir. Waouh. Vous avez la même valeur pour moi, les deux. C'est pour ça que je confonds. Ah ouais. Tu connais mon amour en plus pour Jokic. Mais bref, donc le top 100, allons-y. Le format, vous le connaissez. On a une playlist. Et puis chaque épisode, on prend 5 noms au hasard. On en discute et on les rajoute au classement. Donc on a déjà fait 13 épisodes. Donc 13 x 5, Josh, on a un top 65. Et à la fin de celui-ci, on aura rajouté 5 nouveaux noms. On aura un top 70 a priori, si je me plante pas sur les maths. Donc voici. Et la QV du jour, je ne l'ai pas encore annoncé, mais avant ça, le petit moment revendication. Est-ce que sur le classement qu'on a déjà fait, tu as des revendications sur le top 65 actuel ? Oui, alors si j'ai ma première revendication, c'est de voir Giannis Antetokounmpo qui est numéro 1 devant Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Ça me chagrine. Kawhi Leonard en 4, je me gratte un peu la tête. Et le reste, j'ai pas trop d'avis sur le reste. Ça me semble à peu près correct. Mais voilà, le tout en haut du panier, là, ça me semble bizarre. Alors, première question, est-ce que Kawhi, c'est par rapport au nombre de matchs ? Ouais, complètement. Ok. Parce que pour moi, ça joue. Je comprends et je pense que ça joue. En effet. Après, on a fait le choix sur le classement de faire que sur le sportif, pour le coup. Donc, c'est un peu là-dessus où il est un peu sauvé. Mais effectivement, c'est un classement qui n'est pas complet en soi, qui ne reflète pas une réalité peut-être plus globale, parce qu'en effet, la question des blessures peut se poser, mais pour le coup, vu qu'on n'évalue que le sportif, pour moi, on élimine un peu cet argument-là. Et de toute façon, c'est un peu le débat. Alors, toi, t'as pas entendu les épisodes, ils sont pas encore publiés, mais c'est le débat qu'on a depuis 10 épisodes, hein, quasiment, de qu'est-ce qu'on fait de ce groupe Kawhi, Durant, Tatum. À chaque fois, j'essaie de sonder mon invité différent. À chaque fois, toujours un invité différent. Et à chaque fois, j'ai une réponse de « Ah, tiens, ce serait plutôt Tatum qui est le meilleur des trois. Ah, tiens, plutôt Durant. Ah, tiens, plutôt Kawhi. » Donc, je sais pas quoi faire avec ces trois-là au niveau classement sportif, je t'avoue. Est-ce que je peux te poser une question alors ? Vas-y. Admettons, demain, tu dois commencer une équipe. Tu as Leonard, Durant, Tatum. Qui c'est que tu prends pour lancer ton équipe ? Pour une saison, hein, tu vas jouer la saison 2024-2025. Lequel de ces 3 joueurs tu prends pour construire ton équipe ? Tu veux dire donc sans prendre en compte l'âge, hein, on est d'accord ? Ouais. Le talent pur et ton but c'est d'arriver le plus loin possible à la fin de la saison. Kawhi. Je pense Kawhi. Si j'ai une feuille blanche, Kawhi assez facilement.
Selon l'écosystème, peut-être Tatum. Durant, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est qu'il devrait être un peu au-dessus de ce groupe-là. C'est peut-être ça que tu sous-entends, je sais pas, tu vas me dire, mais Durant, vu qu'on évalue un peu la performance 2024, et enfin l'impact, et du coup le côté performance, c'est pas que absolu intrinsèque. Durant fait une mauvaise saison d'efficacité, même très mauvaise par rapport à ses standards, qu'il a fait un peu... c'est pour ça qu'il est dans ce groupe-là, mais ouais, je pense que je prendrais peut-être Kawhi, ouais. Mais tu vois, tu me poses la question, mais je suis même pas sûr, quoi, pour le coup. moi, selon mes critères, donc, sachant que moi, si je dois faire une saison entière et aller le plus loin possible, je prends Jason Tatum sans trop d'hésitation, en vérité. Même si je ne porte pas Jason Tatum dans mon cœur, tu vois, j'ai plus d'affection pour Durant. Kawhi Leonard, je connais son talent immense des deux côtés du terrain. C'est un two-way player absolument exceptionnel quand il est. Mais Kawhi Leonard, ça fait tellement longtemps maintenant qu'il traîne la patte que on peut même se poser la question si sa carrière elle est pas terminée déjà là. Mais bon. Je pense que ce que je pourrais faire pour montrer aux auditeurs que vraiment, pour moi, ils sont interchangeables, c'est à chaque épisode, je modifie ces trois-là, tu vois. Genre là, par exemple, on remonte Tatum à la place de Kawhi, puis l'épisode d'après, on mettra Durant. Mais pour vraiment que les gens me croient, pour moi, l'ordre, on s'en fiche un peu de ces trois-là, j'arrive pas à les départager. Mais tu vois, si tu me dis, je préfère Tatum, je comprends. Mais oui, oui. Oui. Et alors pour Giannis, pourquoi ça te choque, Giannis, alors? Pourquoi ça me choque, c'est parce que quand Luka Doncic, clairement pour moi, devrait être en tête de cette histoire, ne serait-ce que par rapport à ce qu'il a démontré en play-off. Les play-offs, moi, c'est quelque chose qui quand même revêt une importance très particulière dans les performances d'un joueur. Parce que être un joueur qui est capable de lever son niveau de jeu, d'emporter un groupe avec lui, c'est excessivement important. Et Doncic, pour moi, c'est vraiment il nous a vraiment fait une démonstration les playoffs derniers. Shai Gilgeous-Alexander a fait une saison régulière absolument incroyable. Emmener ce Thunder comme il l'a fait la saison passée, aussi loin qu'il les a emmenés. Franchement, ils étaient vraiment très très proches ils étaient au coude à coude avec Dallas, beaucoup plus que j'ai l'impression que ce qui reste dans les mémoires aujourd'hui. Giannis Antetokounmpo, je trouve qu'il a tendance un peu il est excessivement impressionnant en termes de production, mais je trouve que il a il a un côté un peu redondant dans sa façon de jouer. Et je trouve que ça s'adapte, que les défenses ont réussi à mieux s'adapter à Giannis Antetokounmpo. Et aujourd'hui, il est dans une conférence Est, par exemple. Quand tu vois New York, quand tu vois Boston, quand tu vois, Philadelphie dans un autre style, sont beaucoup mieux armés pour le contrer dans une éventuelle rencontre en play-off. Et Miami aussi avait été très doué parce qu'ils ont Bam Adebayo qui est capable de lui faire face, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il y a des joueurs comme ça, selon qu'est-ce qui se passe en play-off, j'ai l'impression que la vie générale, le consensus collectif peut basculer totalement. Tu vois, je prends l'exemple de Embiid. Tu fais le sondage en avril 2023, c'est le meilleur joueur de NBA. Tu fais le sondage en juillet 2023, le mec, il est même pas top 10 ou alors fin de top 10, quoi. Alors que, non, exactement. Je crois que nous, on l'avait top 2, top 3, je sais plus combien l'an dernier. Enfin, c'était un truc, voilà. Et en fait, pour expliquer sur Giannis, les playoffs, ça compte, mais j'ai pas envie de prendre que le prisme des playoffs, et je suis d'accord, je suis même le premier à lui taper dessus sur tout ce qui est, il a un style de jeu qui ne se transpose pas en playoff aussi facilement, notamment tout ce qui est sa création offensive pure. D'ailleurs, j'aime pas du tout qu'il prenne tous ces pull-ups un peu nuls, j'aime pas du tout ce côté, je veux être un porteur de balle, alors qu'en fait, non, ça marche pas, parce que les mecs, tout le monde resserre le terrain autour, et voilà, on a quand même, maintenant, on a quoi, 5-6 ans d'historique de playoff, on voit que ça se transpose pas si bien que ça, ce côté attaque. Je suis d'accord. De l'autre côté, premièrement, j'ai pas envie je veux vraiment qu'on fasse un truc un peu en mode la perf de la saison, et donc notamment aussi l'importance de la SR, quoi, finalement, de la régulière, et pas partir en complètement... un peu trop théorique, quoi. Tu vois, ce que tu dis, je suis d'accord à 1000%, mais pour moi, on bascule un peu sur des profils et des discussions un peu plus théoriques de qu'est-ce qui se transpose ou pas, etc. Je comprends. Donc, il y a cet aspect-là, et puis l'autre aspect, même en dehors de ça, mettons ça de côté, même si, admettons que ça on le fasse pas, mais ne serait-ce que la défense intérieure, pour moi, ça gratte pas mal de points, quoi. Je sais pas si t'as vu un peu dans le classement, Davis est 8ème, Bam Adebayo est 10ème, Gobert est 14ème. Enfin, je pense que la défense intérieure a à ce point beaucoup de valeur, et encore t'as même pas vu, Draymond Green n'a pas encore été classé, mais voilà, j'accorde aussi beaucoup d'importance
sur ce profil. Et en effet, si on classait les attaquants, je pense que Doncic serait peut-être devant. Quoique, enfin si, sans doute, mais Giannis a un tel surplus d'efficacité quasiment historique, création de jeu de par sa menace, notamment beaucoup en saison régulière parce que aimant à défenseur, et donc ça fait aussi de l'attaque en termes de décalage, plus la défense intérieure qui est pas niveau Gobert, qui est pas une encre défensive, mais qui est quand même de niveau all defense, et je pense parmi les 5 ou 10 meilleurs défenseurs de NBA de très loin, en plus sur un domaine qui apporte beaucoup de valeur, qui est la défense intérieure. Donc c'est un peu comme ça que je mettais tout ça mis bout à bout, mais je t'avoue que tu touches une corde sensible. Peut-être que Doncic, Giannis, ça se rediscute, ouais. Je pense que c'est pas du tout aberrant, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas en train de dire oh mon Dieu, Giannis n'a rien à faire en top 1. Bien sûr. Absolument pas. C'est tout à fait. Tu peux tout à fait argumenter ça. Et effectivement, quand tu vois, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Quand tu vois le corps du travail de sa saison l'année dernière, c'est vraiment très très impressionnant. Et il est tout en haut. T'as tout à fait raison. Il apporte une dimension. Enfin, le nombre sa manière d'impacter le jeu à différents niveaux, différents secteurs de jeu, sa capacité de création, sa vision du jeu, qui est assez sous-estimée, que parfois on a tendance à le voir un peu comme un monstre physique, et on sous-estime un peu sa vision et comment il crée les décalages sur un terrain. Et même sa technique, hein, qui est incroyable pour sa taille. Ouais, complètement. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, allié à ça, sa défense, extérieure, intérieure, enfin bref, il est magnifique, ce joueur. Je suis pas du tout scandalisé par ça. Après, moi, j'aime bien, chez Doncic, j'aime bien le fait comment dire, son basketball IQ, quoi, son intelligence de jeu, sa façon de penser le jeu, en fait. Voilà. Je suis d'accord. Bon, je note alors. Je me presse pas pour modifier, mais je continue à récolter les avis parce que s'il y a une majorité qui me dit non, plutôt Doncic devant, on rebasculera, mais comme on vient à peine de le faire il y a pas si longtemps que ça en termes d'épisodes, ok, ça marche. Eh bien, faisons comme ça. Et donc la cuvée du jour que j'ai pas encore annoncée, plutôt une belle cuvée pour toi en plus aujourd'hui. Cette fois, tu n'as pas Jokic, mais tu as Embiid cette année. Tu as Joel Embiid. On a aussi Brandon Ingram cette annie. On a Anthony Simmons, Donte DiVincenzo et Jaylen Brown, le MVP des finales. Rappelons-le. Plutôt une belle cuvée. Question traditionnelle avant qu'on en discute un par un et qu'on les insère dans ce classement. Comment est-ce que tu les as classés, déjà ces 5 entre eux, les uns par rapport aux autres? Quel est un peu ton top 5 sans trop d'arguments, mais comment tu les classes en premier jet, on va dire? Eh bien, j'ai Joel Embiid en premier, Jaylen Brown, Brandon Ingram, DiVincenzo et Anthony Simons. Donc Simons 5e, c'est ça, ouais. 5e du groupe. J'avais Embiid évidemment en 1, numéro 1 de la QV. Je pense que j'ai Ingram en 2 et Brown en 3. Ça ne doit pas se jouer à beaucoup. On va en parler. Et après, pareil, un peu hésitation, DiVincenzo à Anthony Simmons. Je vois l'idée, mais il y a un côté création offensive. Enfin bref, on va y arriver. Mais effectivement, on a à peu près le même chapeau. Mais tiens, allons-y. Attaquons directement. Tiens. Allons sur Jaylen Brown, si ça te va. Jaylen Brown, premier joueur du jour. On peut se débarrasser du cas compliqué, je sais pas, mais en tout cas, Jaylen Brown, allons-y, premier joueur du jour. 33 minutes par match, je te fais le topo. 33 minutes par match en moyenne, 70 matchs, 100 de true shooting plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pile au niveau moyen d'efficacité de NBA en termes de scoring. Donc, pile au niveau moyen de NBA, avec un usage de 29%. Donc, un plutôt gros volume de responsabilité et de scoring. Et pour te lancer, on est peut-être, est-ce que j'ose le dire, est-ce qu'on est sur une saison de la rédemption après un énorme contrat et beaucoup de critiques? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Quelque part, oui, effectivement. Enfin, et comme tu l'as dit tout à l'heure, MVP des finales, c'est quand même une énorme consécration pour Jaylen Brown. C'est un joueur qui a été souvent dans les discussions de transfert. À chaque fois qu'il y avait un transfert qui impliquait Boston, il était dans la discussion. Un des derniers grandes discussions là-dessus, c'était avec Kevin Durant quand il a demandé à partir des Nets. Il a été critiqué pour sa main gauche, notamment après les finales perdues en 2022. Et là, effectivement, dans le run des Celtics l'an dernier, il a quand même démontré énormément de choses sur le terrain, des deux côtés du terrain. Et voilà, il a un arsenal offensif qui est très impressionnant. J'aime bien son adaptabilité en défense. Il a de la force. Il est rapide. Franchement, il est assez impressionnant, Jaylen Brown. Qu'est-ce que tu aimes bien un peu dans cet aspect de profil offensif, par exemple? Dans son profil offensif, ce que j'aime bien, c'est toute la palette qu'il peut démontrer sur un terrain, que ça soit tir, pénétration, passe, il provoque des fautes.
clairement, je trouve que c'est un joueur, c'est vraiment un cauchemar à défendre sur lui. Et son duo avec Jason Tatum, où j'ai beaucoup eu de questionnements sur ce duo avec Jason Tatum. Et au final, je trouve qu'ils ont réussi la saison dernière à trouver un point d'équilibre dans leur jeu sur le terrain. Joe Mazzulla, je pense, a aussi dénoué pas mal de choses pour les faire jouer ensemble et faire en sorte qu'ils soient le plus efficace possible. Jason Tatum, clairement, est pour moi le joueur supérieur à Jaylen Brown. Mais voilà. Ce qui est assez amusant après avec Jaylen Brown, c'est que quand tu regardes ses stats avancées, bah, c'est pas très impressionnant en vérité. Oui, mais même pas très avancé, hein. Juste l'efficacité, c'est pas mal, c'est au niveau moyen de NBA, mais pas plus que ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu mon problème, en tout cas un de mes problèmes avec Brown, c'est que en fait, il est pas inefficace, hein, pas du tout. Tu vois, on n'est pas sur le cas de Banchero ou des mecs comme ça où bah ouais, on est largement en dessous du niveau moyen de NBA, de la rentabilité attendue moyenne de NBA, donc ça c'est un peu un problème. Brown, c'est juste qu'on est à la moyenne. Voilà, c'est un peu l'idée. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être aussi certaines limitations. Parfois, il y a surtout un régime de tir qui est aussi pas mal axé sur parfois des longs deux, parfois des pull-ups. Et puis, on n'a pas non plus à faire un top shooter à 3 points. Donc, il gagne pas forcément beaucoup de points de ce côté-là. Tu vois, 36% à 3 points cette année, c'est au niveau de la moyenne, quoi, encore, pour le coup. Et sur un volume qui est pas énorme en plus. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Et puis, plutôt pas mal en drive, plutôt même assez efficace sur les tirs en fin de drive, mais il en fait pas tant que ça. Il en fait pas tant que ça des drives pour aller au panier, donc certes c'est un tir qui est très rémunérateur pour lui, mais vu qu'il utilise assez peu, bah, ça rapporte peu de points relatifs à la moyenne. La question des lancers francs aussi, qui est pas non plus... il en provoque peut-être pas autant qu'on voudrait. Donc c'est vrai que sur le profil de scoreur, même avant qu'on aborde d'autres aspects de son jeu, mais c'est un mec qui peut un peu toucher à tout, mais qui finalement n'a pas une rentabilité et un surplus de valeur comme d'autres peuvent avoir. Tu vois, on parlait de Tatum par exemple, il n'est pas au niveau moyen de NBA, il n'est pas à plus 0, il est à plus 4, plus 5, je crois. Durant, il est autour des plus 8, c'est un score, un score génial. Kawhi aussi à plus 8, et on parle même pas de tout ce qui est Embiid et autres qui vont taper des plus 10, à plus 15, plus 20%, ce genre de trucs un peu historiques. La conversion est un peu difficile parce que c'est pas non plus un mec inefficace, c'est juste que le rendement et la rentabilité est peut-être pas si intéressant que ça, mais en même temps, il y a aussi un volume qui est conséquent, donc on peut aussi parler de la valeur de faire ça sur un gros volume, quoi. Complètement. En fait, pour moi, Jaylen Brown, c'est un joueur de complément. C'est un parfait complément à Jason Tatum. Enfin, c'est devenu un parfait complément à Jason Tatum. Or, il a pas forcément cette image-là. Jaylen Brown, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il est vachement perçu comme une vraie star, voire par certains une superstar. Et t'as tout à fait d'accord. Si tu regardes son impact sur le terrain, si tu regardes son net rating toutes les 100 possessions, il a jamais été fou, Jaylen Brown. Loin de là même. Selon Basketball Référence, l'an dernier c'était plus 1 en net rating, ratio offense attaque défense. Ce qui est assez naze en fait. En playoff, il est à plus 3. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive sur un terrain et sa seule présence porte l'équipe au-delà de ses capacités, quoi. C'est Jason Tatum qui fait ça du côté de Boston. Sauf que Jaylen Brown est un vrai problème pour les équipes parce qu'ils ont déjà Tatum dont il faut s'occuper, et puis quand à côté de ça t'as Derrick White, t'as cette espèce de profondeur absolument hallucinante du côté de Boston, et Jaylen Brown il est à ce point fort que il est peut-être moyen, mais il est moyen fort. Ce moyen fort, ça dans cette équipe de Boston, ça il y a un vrai truc qui se passe sur le terrain, quoi. Non, et puis il y a un côté, tu t'en as parlé un peu, mais l'aspect de polyvalence, et c'est intéressant, je trouve. Mais pour moi, c'est un peu un homme de main, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un passeur, c'est pas un créateur majeur, c'est on te file la balle, tu vas scorer. Voilà, c'est un peu ce truc de l'homme de main des Celtics, on te met dans des situations, tu vas scorer. Et voilà, ça c'est aussi un point important de son profil. Pas en général, mais tu vois, relatif à d'autres superstars, il n'y a pas de passing, donc il n'y a pas trop de création de ce point de vue-là. Quoique, il a fait pas mal de progrès cette année, on l'a noté un peu toute l'année quand on faisait notre hebdo du lundi matin sur les matchs de la semaine. On en parlait, on a vu en finale aussi, pas mal de driving kick en finale, parce qu'il y avait des rotations qui étaient faites par Dallas un peu agressives. Il trouvait des passes en sortie, donc ça s'améliore un peu, mais on n'est toujours pas à un niveau qui est incroyable. Donc c'est plutôt le score, mais pour revenir à ce que je disais au début, la polyvalence de un mec qui peut driver, un mec qui peut faire des pull-ups, un peu d'isolation, que tu peux aussi mettre un peu en mouvement. Ce qui est intéressant sur des dribble and off, on l'a aussi vu sur pas mal de, tu sais, un peu ce qu'on appelle des zoom action, où on le met en mouvement, il va chercher la balle dans les mains de Porzingis, ou un peu de trucs comme ça dans le périmètre. Donc
il y a aussi une certaine diversité de profils dans le périmètre qui fait que, bah ouais, on n'est pas totalement sur, je sais pas moi, sur un peu tu vois, la caricature de DeRozan, c'est non, dégagez, filez-moi mon ballon, il faut que je prenne l'isolation en tête de raquette, le pull-up. C'est pas que ça, il y a quand même une certaine variété. Après, voilà, c'est peut-être un peu déficitaire niveau passing relativement à d'autres gros volumes et d'autres superstars peut-être. Et puis après, il y a la question de la défense. Qu'est-ce que tu penses un peu de sa défense? Alors, juste pour la blague, dans mes notes concernant Jaylen Brown, j'ai marqué « Ce n'est pas un créateur hors pair ». C'est le moins qu'on puisse dire, puisque voilà, il y a cette pas une grosse création, il a tendance à perdre des ballons, ça peut être assez pénible. Et son impact défensif, c'est ce que j'ai marqué également. Jaylen Brown, je trouve, a une image de défenseur, parce qu'il est, comme je disais tout à l'heure, très adaptable. Il peut défendre sur un mec comme Kevin Durant, il peut défendre sur un joueur plus petit, il peut défendre sur, si on reste du côté de Phoenix, sur Devin Booker, sur Bradley Beal, et il peut défendre sur ces trois joueurs sans trop de difficultés. C'est pas trop un problème. Il peut même défendre sur un meneur, sur Steph Curry par exemple. C'est pas un problème. Il peut même être utilisé comme une arme défensive dans ce sens-là. Et pourtant, si tu regardes son impact défensif par rapport aux stats avancées, eh ben, il est plutôt son défensif plus-minus, box plus-minus, il est négatif depuis 2 saisons. Alors, il est ric-rac au niveau 0, au niveau neutre, mais il est négatif. Et ça, je m'y attendais pas, tu vois, quand j'ai travaillé sur Jaylen Brown, je m'attendais pas à avoir une défense aussi quelconque, quelque part. Parce que tu avais quoi comme impression un peu visuelle, du coup, du joueur? Bah, visuellement, quand je regarde Boston et quand je regarde Jaylen Brown sur un terrain, j'ai l'impression qu'il est très impactant défensivement. J'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui pose des problèmes et qui, si t'es Joe Mazzulla, tu es ravi d'avoir quelqu'un comme Jaylen Brown dans ton équipe, parce que justement, tu peux le positionner à différents postes sur le terrain et faire des duels défensifs que tu pourrais pas avec d'autres joueurs, par exemple. Donc ça visuellement, moi, je trouve ça marquant. Et quand tu regardes son impact réel, ben, tu te dis, ah, en fait, c'est pas fou, quoi. Bah, c'est vrai que je trouve que les conversations autour de Brown sont un peu compliquées de toutes parts, en fait, hein, pour le coup. Parce que, comme tu dis, parfois, en attaque, on le projette certains comme une superstar, alors qu'on est peut-être un peu moins. Mais c'est un peu pareil pour la défense. Et je peux comprendre parce que son domaine de compétence, c'est plutôt la défense on-ball, tu vois. Et c'est vrai que voilà, les fans un peu grand public ou autre, ils vont pas s'attarder sur tout ce qui est défense off-ball, sur tout ce genre de petits détails. Voilà, quand tu regardes un match, tu regardes le ballon et puis voilà, quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu le cas. Et c'est vrai que lui, sa défense, sa faiblesse, pardon, c'est plutôt la défense off-ball, je trouve. C'est là qu'il y a le plus de trous, à mon sens. C'est là qu'il y a le plus de manque d'oubli, de rotation pas faite, de box-out parfait, de plein de petits trucs comme ça. Donc là-dessus, je trouve que on oscille un peu entre la valeur neutre et la valeur parfois un peu négative sur ce genre d'oubli. Après, tu vois, le truc, c'est que moi, je trouvais un peu, je vais pas dire surcoté, on s'en fiche de la cote, mais je trouvais pas si fantastique que ça en défense on-ball, parfois. J'ai des souvenirs ok, il a une certaine polyvalence, il a des longs bras, une bonne taille, plutôt une bonne puissance, mais c'est vrai que dans les faits, parfois, à plus haut niveau, contre des petits explosifs, il tenait pas forcément en termes de vitesse, quoi, pour le coup. Contre des plus gros, il pouvait un peu se faire bully. Et tu vois, j'avais des souvenirs de les playoffs 2023. Le mec, sur le papier, tu te dis, bon, c'est cool, c'est le match-up parfait pour Butler. Dans les faits, on le cachait. Boston le cachait et c'était pas du tout Brown qui était mis sur Butler. Et au contraire, Miami allait chercher le match-up pour l'attaquer. Donc je reste un peu là-dessus. Je trouve que cette année, on est quand même un peu mieux sur cette défense et même le clou du spectacle, ça a été les finales. Autant sur les finales, il m'a détrompé sur l'aspect de passing et ouais, on l'a vu beaucoup plus passeur que ce qu'on aurait pu penser. Mais la défense, c'est pareil. Moi, je pensais pas qu'il serait capable un peu de tenir comme ça en premier rideau Doncic avec un côté puissance, un côté... les finales NBA, je sais pas à quel point on peut leur accorder une importance vis-à-vis de 80 matchs de série régulière par ailleurs, mais tu vois, ça m'a quand même beaucoup rassuré sur cet aspect et beaucoup satisfait sur cet aspect de défense on-ball qui, je trouve, pouvait être pas mal, pouvait même être très bien parfois, mais un peu irrégulière. Là, sur les finales, on a vu que, ah ouais, ok, c'est quand même mieux que ce à quoi moi je m'attendais. En fait, Jaylen Brown, c'est un joueur passionnant à ce niveau-là. C'est-à-dire, l'analyse sur les stats avancées, l'analytics pure,
Est-ce que tu vois, et comment il s'adapte sur un terrain de basket concrètement? Mais attends, mais je t'ai pas parlé de stats là, je parlais que de terrain. Non, je sais bien, justement. Mais non, mais oui, je parle par rapport à la conversation qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que, parce que depuis tout à l'heure, on dit, c'est un joueur moyen, quoi. C'est un joueur de complément. On a deux doigts de dire que c'est un role player bientôt, quoi. Non, pas du tout. Non, mais, j'exagère, mais voilà. Jaylen Brown, en fait, il est assez étonnant à ce niveau-là. Je trouve, c'est un joueur qui te force à réfléchir à où est sa valeur, en fait, à ce joueur. Et quand tu regardes un match, comme tu dis, les finales NBA, il était absolument redoutable. Il était impressionnant. Et moi, c'est la dernière impression qu'il m'a laissé. Forcément, tu vois, je suis là en train de me dire, mais Jaylen Brown, c'est trop un joueur que tu as envie d'avoir, quoi. Maintenant, à quel point Jaylen Brown est aussi le produit de son environnement. Oui. C'est un élément de la chaîne du système, on est d'accord. C'est pas le créateur principal, c'est un élément. Mais après, c'est un élément important et en effet, alors peut-être il vaut mieux l'expliciter quand on parle de moyens ou de pas top, c'est relativement, pour moi en tout cas, au standard de star. On est d'accord. Tu vois, quand on parle d'efficacité moyenne, c'est par rapport à la moyenne NBA de scoring, mais c'est sur un gros volume. Donc c'est pas pareil de faire ça sur 30% d'usage comme lui, un volume des stars, ou alors de le faire sur à peine 5 tirs par match, quoi. On est d'accord. Donc c'est par rapport à ça. Et bah ouais, c'est un mec qui te force aussi à étudier de plus près les matchs, quoi, visuellement, tactiquement, de faire un peu du scouting, comme on dit, parce que si tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu relèves un peu, tu découpes les matchs action après action, tu vois, ah mince, là il a un peu oublié le backdoor, ah tiens, là il fait une bonne action, ah tiens, là il y a peut-être la passe qui est un peu loupée, ah tiens, encore un tir compliqué, un long tir de poing, il aime bien ces tirs-là, il peut les mettre, il peut même les mettre pas mal, mais c'est vrai que, bon, si on dézoome un peu, c'est un peu Jaylen Brown d'habitude, mais je trouve avec quelques accents d'amélioration un peu par-ci par-là. Niveau passing, niveau défense, sur la polyvalence aussi, on en a parlé un peu. C'est un profil que je trouve finalement assez intéressant, même si on n'est peut-être pas on va peut-être pas être sur un top 10, top 15 NBA, je pense pas, même pas top 20, mais c'est quand même un profil hyper intéressant dans le contexte là où il est. Et comme dit aussi, dans l'exercice du jour, on mesure pas l'absolu, le théorique, mais juste qu'est-ce qu'on a eu de facto. Bon, s'il était optimisé parce qu'il était dans le bon système et que lui, le système l'optimisait et que lui était parfait pour ce système aussi en tant que xème roue du carrosse, tant mieux aussi, quoi. Enfin, on prend le de facto, donc tant mieux pour lui s'il est optimisé, quoi, au final. Ouais. Dans mes notes, j'ai aussi marqué un truc. Pour moi, il y a quand même Boston. Aujourd'hui, quand je regarde Boston, quand je vois leur parcours, surtout cette finale NBA, et puis ça fait 2-3 saisons maintenant. Qu'on regarde ça avec des hauts et des bas côté Boston, le titre l'an dernier, puis la désillusion la saison d'avant, mais l'impact colossal je trouve que Derrick White et Jrue Holiday sont deux joueurs qui comblent tellement les brèches, qui couvrent tellement les erreurs de leurs deux joueurs stars, Tatum et Brown. En fait, Derrick White et Jrue Holiday permettent à Tatum et Brown de récolter un peu les lauriers, quoi. Et ils sont très forts. Je dis pas qu'ils le méritent pas. Je dis juste qu'avec deux joueurs de cette qualité-là derrière toi, qui ont cette intelligence de jeu qui est supérieure à la moyenne, largement même, parce que franchement, Derrick White, il est excessivement impressionnant sur un terrain de basket. Ouais. C'est juste complètement fou ce qu'il fait sur un terrain. Sa façon de se transformer en ce qu'il faut être à l'instant T dans un match, c'est fou, quoi. Et voilà. Moi, j'arrive pas, je peux pas parler de Jaylen Brown sans citer ces deux joueurs-là. Et de parler de Boston sans citer ces deux joueurs-là. Ouais. Je trouve que ce sont deux joueurs qui permettent au reste de fonctionner, quoi. Et en même temps, de l'autre côté, il y a aussi cette valeur de la création offensive et notamment un gros volume. C'est des excellentissimes, génialissimes joueurs de complément, White et Holiday, quoique White est quand même pas mal créateur encore cette année, mais ce que je veux dire, c'est que si t'enlèves Brown et Tatum, je suis pas sûr qu'Holiday, à son âge, ou que même Derrick White, soit capable d'encaisser d'un coup un volume de 30-35%, quoi, d'usage. Donc, on est d'accord. Mais ça ne marche que parce qu'ils sont ensemble. Exactement. Donc il y a aussi pas mal de valeur, quoi, mais c'est... Le cas fascinant de Jaylen Brown continue pour moi. Limite, en fait, la conversation autour de Jaylen Brown, avec le grand public, les analystes, les plateaux TV, etc., presque ça, c'est plus complexe que
finalement le joueur qui est sympathique, hein, très sympathique, qui a des limites, qui a des qualités, qui est pas mal, mais presque, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le contexte médiatique autour de lui et les discussions sont presque plus animées que le profil du joueur qui est, c'est un bon joueur, assez polyvalent, qui est très bon sur les longs 2. Malheureusement, c'est peut-être le domaine du jeu le moins rentable en termes de rentabilité attendue, ça rapporte le moins de points, les longs tiers de points, qui est un bon défenseur mais pas génial, qui a quelques errements défensifs en défense off-ball. Le profil, finalement, il est assez simple. C'est juste arriver à trouver le bon curseur dans les débats, quoi, finalement. Et c'est un joueur qui impressionne beaucoup. Moi, je parle avec certains fans de basket qui sont plus occasionnels, plus... ils sont pas comme moi à bouffer du basket tous les jours, probablement. Ouais. Et ils sont très impressionnés par Jaylen Brown. Ils adorent Jaylen Brown. Ils trouvent que c'est un joueur absolument génial. Et ils comprennent pas que quand tu leur dis, attends, ouais, enfin... Faut garder de la mesure en parlant de lui. Non, il trouve que voilà, c'est un joueur qui athlétiquement est impressionnant. Il fait les bonnes passes, il prend des tirs, il sait tout faire, et c'est marrant en fait cette image qu'il a par rapport à la réalité des chiffres, quoi. C'est assez drôle. Et donc dans le classement, on va s'amuser, on va continuer à prolonger la discussion sur la valeur. Où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement, le Jaylen Brown ? C'est très très compliqué, Jaylen Brown à classer. J'ai l'impression que je vais le classer trop bas. Vas-y. Mais je le mettrais... je pense que je le mettrais au niveau de la 19e, 20e place. Entre Jalen Williams et James Harden, un truc comme ça. Okay. Voire entre James Harden et DeRozan, quoi. Donc ça, c'était bas, c'est ça ? Hein ? Ça, c'est bas pour toi. Non, c'est pas bas, non. J'étais un peu plus bas. T'es où, toi ? Pas de beaucoup, mais j'étais quand même un peu plus bas. Tu vois, je commençais à me poser question, zone DeRozan, en fait, donc on est juste en dessous, qui actuellement est 21. Alors autour de lui, pour dire un 19, Jalen Williams de OKC, James Harden, DeRozan, on a Karl Anthony Towns qui est 22, Siakam 23, Maxey 24, et d'ailleurs on tombe sur Derrick White, et ensuite après... Derrick White est haut, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous l'ayez mis si haut que ça. Ça montre que ce que je disais tout à l'heure, c'était pas n'importe quoi. J'avais un autre point de repère qui était Jamal Murray. Tu vois, qui est là, qui est 26. Jamal Murray, juste derrière Derrick White. J'aimais bien un peu ce point de repère parce qu'on est un peu aussi sur cet aspect de... C'est pas la star de l'équipe, c'est un peu un créateur star, mais star secondaire finalement, qui a un peu de passing, mais pas non plus des tonnes, qui... alors, un peu plus passeur que Brown, mais un peu moins défenseur aussi. Et puis sur l'efficacité, on est sur gros volume, mais pas une rentabilité folle, on est au niveau de la moyenne. Je sais pas ce que t'en penses de cette comparaison, mais ça me parle un peu, ouais. Moi. Je suis d'accord avec ça, ouais. Toi, t'as bossé sur les autres profils, donc moi, je t'avouerais que là, pour le coup, il y a trop de trucs que je n'ai pas en tête, là, pour avoir un avis éclairé sur ça. Donc, j'ai plutôt tendance à te suivre. Tu vois, d'instinct, si je te dis Pascal Siakam ou Maxey, moi, d'instinct, même si j'avais pas trop bossé, comme j'ai déjà fait, mais j'aurais quand même envie de les mettre un peu au-dessus de Brown, quoi, pour le coup. Je sais pas. J'en sais rien. Donc, on mettrait Jaylen Brown juste avant Derrick White. Le coller à Jamal Murray, mais du coup, en dessous de Derrick White, tu choisis. Pour le coup. Écoute, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à mettre... Moi, personnellement, je mettrais Derrick White devant. Ok. Mais ça, c'est moi. Là, c'est plus ma raison qui parle. Oui, mais on est là pour ça. C'est un classement participatif. Donc, voilà. Apporte ta participation. Et en plus, ce sera moi qui me fera taper sur les doigts. Mais non, mais très sincèrement, ça me va. Derrick White est vraiment un joueur. Je le répète, est vraiment un joueur extraordinaire. Qui n'a pas le clinquant d'un Jaylen Brown, tu vois. Tu vois, on parle d'image. On parlait d'image tout à l'heure. Je trouve qu'on est bien là sur ces deux joueurs-là. Je suis d'accord. Derrière, il y a un Garland aussi, Darius Garland, qui normalement devrait être un peu au-dessus pour moi, mais tellement une mauvaise saison que de facto, ça me va que Garland soit derrière. Oui, moi aussi, là, j'ai aucune hésitation pour le coup. Ça me va. Faisons comme ça entre Derrick White et Jamal Murray. Comme ça, on fait un tir groupé des Celtics. C'est assez représentatif aussi de leur saison, mine de rien. Et donc, petit quiz. Tu me l'as dit hors antenne, tu l'as pas oublié, toi. Je te prends pas par surprise. Petit quiz pour finir. On se remémore aux actions marquantes de la saison. Qui est sur le terrain au moment des finales NBA Match 1, le poster dunk sur Luka Doncic. Qui est sur le terrain pour ce poster dunk de Jaylen Brown sur Luka Doncic? Gafford.
Oui, tout à fait. Non. PJ Washington, il doit être là aussi, c'est pas possible. Exactement. Autrement. Est-ce qu'il y a Kyrie qui est là? Oui, tout à fait. Ok, donc là, il est pas. Et Derrick Jones? Exactement, et Derrick Jones, donc tu as les 5 de Dallas. Les 5 de Dallas. Et côté Boston, on a Est-ce qu'on a Tatum? Non, Tatum n'est pas là. Non, Tatum n'est pas là, ouais. Est-ce qu'on a Derrick White, tiens? On n'a pas Derrick White. Ah, merde. On a l'autre. Holiday? Exactement, je reliais. Sam Hauser. Sam Hauser est là, tout à fait. Et on finit. C'est sûr qu'il est là. On finit avec 2 PP. 2 PP Horford. Ouais, PP Horford et. PP Horford et PP Pritchard. Initial. Non, je déconne. Exactement, si, c'est ça. C'est PP Peyton Pritchard, Putain. tout à fait. Ah oui, d'accord. PP. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Eh oui. Tu t'avais oublié par contre que j'avais des indices totalement nuls, donc c'est peut-être pour ça. Non, ça y est, ça m'est revenu immédiatement. Le flash est revenu là, tu le reconnais. Ça y est. Eh bien, avançons, passons à notre deuxième joueur du jour. Bah tiens, on peut aller sur Dante DiVincenzo. DiVincenzo, 29 minutes par match pour le topo. En moyenne, DiVincenzo, 81 matchs côté New York Knicks, 103 de true shooting plus, donc plus 3% de réussite d'efficacité relatif à la moyenne sur 21% d'usage, donc mine de rien un volume beaucoup plus modeste que Jaylen Brown. 21%, on est sur une troisième option d'équipe, quatrième même, on va dire. Donc bref, et pour te lancer, on est vraiment sur une super saison où en fait il s'est imposé en titulaire dans une excellente équipe. Complètement. Des playoffs absolument dingues. Il est sur un net rating positif, DiVincenzo. C'est assez fou, en fait, l'impact qu'a ce joueur. Si tu restes son net rating sur 100 possessions, il est à plus 7 la saison dernière. Il était à plus 4 à Golden State la saison passée. Il n'a pas souvent été en positif, mais là, ça fait 2 saisons qu'il l'est concrètement. Il a eu le meilleur box plus minus de toute sa carrière à 3,4. Il y a une vraie progression sur ses pertes de balles, ce qui a aidé à son efficacité générale. Et puis il est absolument redoutable en longue distance. C'est un joueur, je crois que c'est 70% de ses shoots qui sont à 3 points. C'est pas forcément un bon finisseur au cercle. Mais voilà, c'est un joueur sur qui tu peux compter. Et on l'a vu en play-off, absolument impressionnant, quoi. J'ai été épaté par DiVincenzo. Bah, tu vois, tu parlais un peu de Derrick White qui était génial dans son rôle à tout faire. Je trouve que DiVincenzo, c'est un peu, alors pas au même niveau, mais un peu ce rôle pareil du connecteur ultime. Ouais. Donc pas le mec qui va créer le décalage, mais qui va un peu l'amplifier, qui va le fluidifier le jeu, qui va faire l'extra pass, qui va faire les cuts, qui va faire le mouvement. Enfin bref, un peu ce côté synergie et apporter du tissu liant en fait à une attaque. Et hormis la création, en effet, ça il le fait pas. Il fait un peu tout le reste en fait. Et donc c'est pour ça que tu parlais du net rating. Bon, moi il y a un côté où les chiffres, c'est pas lui, c'est un peu un facteur de corrélation parce qu'il joue aussi avec des bons joueurs, etc. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il joue avec les titulaires ? Parce qu'il est aussi valuable pour le coup. Donc ça se retrouve aussi de ce point de vue-là. Mais hormis la création, en fait, il fait tout bien. Et bon, en plus, il vient d'être échangé côté Timberwolves. Donc j'en ai parlé, je crois, hier quand j'ai fait mon podcast sur le trade. Je vais essayer de pas me répéter, mais la vraie force, c'est ça en fait, c'est le QI basket, l'aspect de cut, de mouvement, de passing, et tu l'as dit aussi, cet aspect de shoot en fait, qui fait beaucoup de bien. Ça fait 2 ans qu'on est à plus de 40% à 3 points l'an dernier c'était 5 par match, là cette année c'est quasiment 9 par match. Donc un énorme volume de tirs à 3 points. Donc ça fait quand même un attaquant hyper intéressant parce que en fait, c'est un joueur qui n'apporte aucun compromis. Il va pas te réclamer plein de ballons, il va pas te coûter des points parce que pas efficace. C'est littéralement le mec que tu peux plug and play, je trouve, à côté de n'importe qui. Tu le mets à côté de Brunson, tu le mets à côté de Randle, à côté de n'importe quel créateur. Le mec, il peut jouer off-ball avec son shoot, il peut faire des cuts, il peut aider l'attaque, il peut fluidifier le jeu avec le passing. C'est littéralement le mec qui a 0 compromis offensif. Et en plus, on en parlera peut-être à la fin, mais il y aura aussi la défense. Mais je pense que c'est pas pour rien si les Wolves l'ont voulu et l'ont eu dans l'échange. C'est que c'est quand même un mec avec une valeur assez intéressante parce que c'est le mec qui aide l'équipe, même si ça se voit pas forcément de manière aussi flashy que 25 points par match comme d'autres, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est dans la même respiration de Derrick White tout à l'heure, effectivement. C'est un joueur qui comprend quel est son rôle sur le terrain.
C'est un joueur excessivement intelligent, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas à faire, qui n'a pas froid aux yeux quand il faut prendre des tirs, ça on l'a bien vu. Je veux dire, il a joué une saison à New York, c'est lui qui a le record de paniers inscrits dans l'histoire des Knicks, désormais. C'était face aux Pistons, je crois, en mars, 11 paniers à 3 points. Il a dépassé Fournier pour le plus grand nombre de 3 points inscrits dans une saison avec 283. Donc le mec en une saison à New York, il a laissé une marque indélébile de son passage déjà. Et comme tu dis, là, c'est une des rares saisons où, que ça soit son impact offensif et défensif, il est dans le positif des deux côtés. Et ça s'était rarement vu jusqu'à là dans sa carrière. Et je trouve que, je sais pas si on peut dire ça, mais l'an dernier à New York, t'as l'impression qu'il a réussi un peu à synthétiser tout ce qu'on avait vu de positif à Milwaukee, notamment défensivement à Milwaukee, c'était pas dégueu. Offensivement à Golden State, il y a eu un vrai progrès, même si c'était pas tout à fait ça. Il y avait peut-être moins d'opportunités qu'à New York, très certainement même. Mais je trouve que là, il est en train de se réaliser en tant que joueur quelque part, Donte DiVincenzo. Et j'ai adoré sa saison à New York la saison passée, et je suis très content de le voir aux Wolves. Je trouve qu'ils ont fait une très bonne pioche, les Wolves, en chopant ce gars-là. Ouais, et encore aujourd'hui, on parle du sportif, mais si on rajoute un peu l'aspect contrat, c'est un mec qui est sous contrat pour 10-11 millions l'année pour encore 3 ans. C'est un magnifique contrat pour les Wolves, hein, mais bref, mettons ça de côté. Non, mais effectivement, 2-3 trucs que j'avais un peu noté là-dessus. 82% de ses paniers étaient assistés cette année. 82%, donc on est vraiment sur cet aspect de création. Enfin, pardon, de pas création, au contraire, pardon, de finition pure. De finition pure, de catch and shoot. Exactement. Voilà. Exactement, donc c'est pas un créateur, il y a ce profil de avoir autant de paniers assistés par autrui, ça montre ça. Mais de l'autre côté, c'est vrai que tu l'as dit un peu, mais c'est la première année où il a un tel minutage aussi, un tel rôle. Parce que moi je me souviens de lui aux Bucks, qui était déjà hyper intéressant, notamment un peu sur la fin, parce que il montait en puissance, hein, clairement, il se fait drafter 2018, il se développe, ça met un peu de temps, il y a déjà beaucoup de monde dans cet effectif des Bucks qui est déjà élite. Il fait une très très bonne saison en 2021. Le problème c'est que il a une bague, mais il se blesse en fait, donc il finit pas l'année, il fait pas les playoffs, etc. Et depuis, il avait un peu perdu en statut. Il y avait l'affaire du trade, je sais pas où, à Sacramento, je crois, ou je sais plus où, tu sais, l'affaire avec Bogdanovic qui devait venir aux Bucks, ouais, tout à fait, ouais. le tampering, etc. Donc lui, un peu, finalement, il reste à Milwaukee. Au final, il est quand même échangé aux Kings quelques mois plus tard. Aux Kings, il joue pas trop. Enfin, voilà, il fait un match, petit minutage. Les Warriors, ils se relancent un peu après les Kings. Et les Kings, c'est les mauvais Kings. Je précise, c'est les Kings avant Mike Brown. Donc, c'est encore les mauvais Kings. À Golden State, c'est sympa, très sympa. Mais c'est 26 minutes par match, quoi. C'est beaucoup de joueurs qui sortent du banc, quoi. Exactement. Et comme tu dis, à Milwaukee, il start les 66 matchs qu'il joue en 2021, enfin 2020-2021. Il est starter sur la totalité de la saison. Donc il a vu son rôle, il a perdu son rôle de titulaire. Et je pense que ça lui a mis un coup quelque part. Oui, dans son développement. Ouais, et puis même en termes de projet, quoi, parce que quand ton front office t'échange et puis au final on te dit ah non, le trade est annulé parce que vous avez triché et que t'es obligé de revenir à la maison et tu reviens à l'endroit où le mec a voulu te virer, quoi. Tu dis bon, ok, on va peut-être pas construire avec lui pour le coup, mais non, mais tout ça pour dire que c'est sa première année ou peut-être sa deuxième, comme tu dis avec Milwaukee 2021. Première vraie année ou deuxième où il a un vrai rôle de titulaire, un vrai gros minutage, et ça atteste aussi de à quel point est-ce qu'il est valuable, je trouve, et à quel point il peut fitter partout. C'est que en fait, tu vois que t'as une attaque avec Brunson en pick and roll, tu peux mettre DiVincenzo à côté, il ne gêne pas, il n'y a pas de compromis, il peut être très bien à côté, il le fait d'ailleurs, le shoot, le volume au shoot est très bon, et puis on n'a même pas encore parlé de la défense, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la défense est aussi de très bon niveau en fait. Je sais pas si je dirais de très bon niveau. D'accord. Dans tout ce que j'ai pu trouver sur sa défense à Donte, c'est pas un minus défensif. Mais c'est pas non plus un défenseur élite. Par contre, il comprend très bien ce qu'il doit faire et il le fait très correctement. Et ça, vu son profil offensif, ça suffit largement en fait. Ça convient très bien à ce qu'il doit faire et ça lui permet d'avoir des minutes valables sur le terrain, quoi, de qualité sur un terrain. Mais défensivement, je trouve qu'à Milwaukee, c'était après, comme tu disais tout à l'heure, il faisait aussi partie d'un système. Il avait Brook Lopez, Antetokounmpo à côté de lui, Middleton qui est un très bon défenseur. Il avait Drew Holiday aussi.
Donc c'est différent, mais je trouve que s'il est bien entouré, Dante DiVincenzo, il t'apporte énormément. C'est pas quelqu'un où tu vas te dire, ouais, mais attends, est-ce qu'on peut vraiment jouer Dante dans ce contexte-là, tu vois? Non. En playoff, il y a pas de problème. En saison régulière, il y a pas de problème. Il y a pas de problème avec Dante DiVincenzo. Et c'est un vrai plus. C'est une vraie qualité pour un joueur de ce rang-là. Parce que souvent des joueurs comme lui qui sont hors titulaire, tu peux avoir des fois des problèmes de match-up. Tu te dis, ouais, est-ce que je peux vraiment lui donner ces minutes-là ou pas? Lui, ça se pose pas trop, en fait, cette question-là, je trouve. Ouais. Mais alors, je suis quand même un peu plus haut que toi, du coup, sur la défense. Ah oui? Effectivement, on n'est peut-être pas niveau élite 10 sur 10, mais je trouve qu'on a quand même un mec hyper intéressant sur ce qu'on appelle le point d'attaque et la défense au point d'attaque. Donc un peu les lignes extérieures, poste 1 et 2, peut-être certains postes 3 et encore pas trop. Mais donc le défaut, c'est un peu ce manque de polyvalence où comme il est petit, il peut pas switcher sur trop gros. Mais par contre, sur tout ce qui est défense en premier rideau, sur des petits, je trouve qu'il est très mobile, ça bouge très bien. L'intelligence de jeu aussi, les bonnes mains, l'activité. Donc ça, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un peu comme ça qu'il avait un peu commencé à percer au Bucks à l'époque. C'est dans les schémas de drop de Milwaukee. Donc l'intérieur qui reste très bas. Donc Lopez qui fait un drop qui reste bas par rapport au niveau de l'écran. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait le premier rideau qui soit assez compétent pour traverser l'écran et contester le tir par derrière, quoi. Parce que comme le défenseur Lopez va être bas, il y aura un peu d'espace pour le pull-up et donc il faut que le mec traverse bien l'écran. C'est ce que faisait Bledsoe, c'est ce que faisait Jrue Holiday, DiVincenzo aussi, du coup. Et voilà, moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Après, je te rejoins aussi que c'est un petit, donc il n'y a pas de polyvalence on-ball, il y a un aspect peut-être limité sur tout ce qui est aide au panier, les rotations, etc. On est d'accord, mais globalement, je trouve que, tu vois, je te trouve un peu sévère, je trouve que pour moi, c'est clairement un positif en défense sur cet aspect-là, mais peut-être pas un positif qui va être aussi grand que des KCP, McDaniels ou autres, on est d'accord, mais tout de même assez valuable. Surtout les indicateurs que j'ai sur les sites de stats avancés où je peux aller, ils le classent tous de façon assez moyenne, quoi. Mais moyenne bien, moyenne solide, mais pas défenseur élite. Je peux te faire une confidence? Ouais. J'aime pas les stats. J'aime pas ces modèles-là, moi, je suis pas très fan. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en effet, parfois on n'est pas si loin que ça de la réalité. Mais alors, tant qu'à faire, transition vers le classement, où est-ce qu'on l'imagine, ce Dante DiVincenzo? Waouh. Comme tu dis. On va commencer. Non, mais c'est parce que je découvre en même temps le truc. C'est pas facile. Quand je vois des Keegan Murray là dans les 50, tout ça là, des Klay Thompson, des Lu Dort, Rami Raquez extraordinaire. Alors en fait, pour te décrire un peu le classement, on a un peu tout ce qui est, tu vois, entre 41 et 50, on a tout ce qu'on appelle des créateurs secondaires, McCollum, Van Vliet et tout, donc créateurs mais pas stars, et avec des défauts, genre la défense parfois. Après, on enchaîne sur quelques ailiers défensifs, grosso modo, c'est un peu ça le classement. Ou alors on passe au-dessus avec KCP, McDaniels, Caruso, un peu au-dessus de ce groupe-là, tu vois, 38, 39, 40. Défenseur d'élite, dans quel groupe à peu près tu voudrais taper grosso modo? Je peux pas le mettre au-dessus de Paolo Banchero, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que moi je peux? Ouais, tu peux, ouais. Tu mettrais DiVincenzo au-dessus de Paolo Banchero? Je pense que Banchero, c'est un mauvais exemple parce que sans doute les avis diffèrent beaucoup, mais ne serait-ce que toi et moi par rapport à l'efficacité, on l'a mis très bas par rapport à sans doute ce que beaucoup le mettraient. Par rapport à son efficacité? Ouais, je pense que... Ah ouais. Je trouve ça dur. Mais alors tu vois, si mettons entre parenthèses Banchero et Cunningham, deux créateurs à haut volume, mais qui se retrouvent un peu bas à cause de l'inefficacité, par rapport à des Keegan Murray, par rapport à des Lu Dort, tu vois, par rapport à des Naismith, est-ce que tu penses qu'on est dans ce groupe-là ou est-ce qu'on va taper les 3&D d'élite genre KCP, McDaniels? Non, on va pas toucher les McDaniels, KCP pour moi. Moi, je suis plus là où on était là. Ok. Moi, je suis plus en dessous Banchero, Cunningham, quoi. Donc, avec Klay Thompson, pourquoi pas, tu vois. Lu Dort, on a Naismith, Josh Hart. Voilà. Moi, je suis plus par là, tu vois. Je sais pas, je réfléchis. Effectivement, je pense qu'il est quand même un ton en dessous de KCP McDaniels. Je pense.
Ouais, je pense. Le problème, c'est que tu vois, on a tellement de joueurs entre les deux groupes de défenseurs que soit il est très haut, soit sinon il repasse un peu bas, quoi, selon ce qu'on pense de lui. Mais tu vois, par rapport à Keegan Murray, je suis pas convaincu. Ou alors c'est peut-être Keegan Murray qui est un peu haut. Murray est sympathique, mais pas non plus, quoique, je sais pas. Ouais, on va être par là alors. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ouais, tout ce qui va entre 45 et 55. Ça, moi, ça me va, mais c'est toi le patron du podcast. Hein. Non, je suis le coordinateur d'un classement participatif. Moi, je récolte les avis et j'essaie de faire la tambouille et je récolte les critiques. Mais c'est marrant parce que à chaque fois que je parle avec toi, je remarque on a deux façons de regarder et de suivre la NBA assez différentes, et je trouve ça fascinant à chaque fois les arguments que tu donnes. C'est pour ça que j'aime te suivre sur les réseaux, j'aime écouter ce que tu dis, les arguments que tu sors et tout ça. C'est vraiment hyper enrichissant. Je suis désolé j'ai pas envie de te lancer des fleurs. Non, mais petite parenthèse, moi c'est pour ça que j'aime bien ce format du top 100, c'est qu'on reçoit plein de monde de plein de médias différents et pas que des gens qui pensent entre guillemets comme moi, quoi, pour le coup. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que moi ça me force à repositionner des fois ma façon de penser et voilà. Et je sais que voilà, quand je te suis, des fois tu as des sorties sur les réseaux et c'est marrant parce que je vais avoir une idée de quelque chose et je vais me dire ah tiens, il pointe du doigt quelque chose d'hyper intéressant. Bon, arrêtons de se jeter des fleurs. Non, mais arrêtons bref. de. Non, tu m'as jeté aucune fleur déjà. Donc vas-y, donc tu le mets où alors? Après avoir gagné pas mal de temps pour réfléchir, où est-ce qu'on le met? Non, je veux bien le mettre au-dessus de Lou Dort, ouais. On peut le mettre au-dessus de Lou Dort qui est sans doute plus génial en défense, mais qui est quand même beaucoup moins dynamique et apporte beaucoup moins de synergie offensive. Donc ça me va. Le mettre au-dessus de Klay Thompson, hein, très sincèrement, moi ça me dérange qu'il soit. Je le mettrais au-dessus de Klay Thompson sur la saison passée. Ouais, t'as raison. Même Klay Thompson, c'est vrai qu'il fait pas une grande année. Ça s'entend. Ok, bah mettons-le là alors. Entre Cunningham et Klay Thompson, alors. On peut faire comme ça. Ok, très bien. Très bien. On verra quelles sont les conséquences et le courroux du public. Mais alors, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 23 avril 2024. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Action marquante. Le game winner, match 2 contre les Sixers. Le game winner de Dante DiVincenzo sur ce match-là, qui est sur le terrain au moment de ce game winner contre les Philadelphia 76ers. Pardon. Est-ce qu'il y a McBride? McBride, il est pas sur le terrain, non, pas à ce moment-là. C'était le game 2, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, donc Anunoby, il joue plus. Oui. Si, il est là. Il joue? Il est là? Putain, la vache. Il y a Josh Hart. Je vois même pas comment c'est possible qu'il soit pas là. Oui. C'est game 2 face à Sixers. Est-ce que Mitchell Robinson est là? Ou Hartenstein est là, tout à fait. Et puis t'oublies le plus important. Brunson. Exactement, Brunson sur le terrain. Et côté Sixers alors? Côté Sixers, il y a Jojo. Oui. Jojo, il est là. Maxi. Oui. Tobias, ton joueur préféré? Exactement, Tobias Harris, 8 sur 16 est là. Voilà, ton joueur de cœur. Ton 18-6 par excellence. C'est ça. Kelly Oubre? Non, pas Kelly Oubre, c'est un autre. Un autre qui est d'ailleurs est parti depuis. Il est même reparti chez lui. Aux Clippers. Merde, aux Clippers. Oh là aux Clippers. Alors là. Attention, petit indice, Cocorico. Ah, Batum. Exactement, Batum, tout à fait. Et le dernier, c'est une légende. Mo Bamba. Non. C'était drôle. Mais alors, bizarrement, il joue pour les Sixers, alors qu'il aurait pu jouer pour les Knicks, parce qu'il a joué à Villanova. Donc, il aurait pu faire partie de cette bande des Nova Knicks. Mais en fait, non. Ça m'a vachement. T'en as pas parlé de ça. Ça m'a vachement déçu que Dante DiVincenzo apparemment n'était pas du tout dans le délire Villanova. Voilà, quoi. Ouais. C'est assez dingue. Je sèche totalement sur le dernier. Kyle Lowry, non. Exactement, Kyle Lowry, tout à fait. C'est Kyle Lowry. Et donc on peut avancer, passons sur Anfernee Simons, si tu veux bien, notre troisième joueur du jour. 34 minutes par match pour Simons, 46 matchs,
98 de true shooting plus, donc moins 2% d'efficacité relative à la moyenne pour Anfernee Simons sur 28% d'usage. Un gros volume de stars pour le coup cette année pour Anfernee Simons. Pour te lancer, c'est vrai que c'est un joueur qui est sympathique, même très sympathique, mais peut-être un peu difficile à juger dans le contexte un peu difficile de Portland en fait. Ouais, moi je suis assez déçu en vérité par Anfernee Simons. 25 ans, 6 saisons à Portland. Je trouve que sa progression statistique brute, elle a été constante depuis son arrivée en NBA, mais je trouve il arrive pas à peser quoi. Et je trouve qu'il est très, il a des chiffres qui peuvent être très tape à l'œil. Je suis désolé de dire ça comme ça. Effectivement, il est pas très bien entouré. Mais voilà, je trouve que sa faiblesse défensive me pose énormément de problèmes. Et je trouve que son efficacité, voilà, c'est pas un joueur qui, malgré sa position tu vois, je trouve qu'il devrait être un bien meilleur créateur que ce qu'il n'est. Je trouve qu'il n'arrive pas à conduire un effectif autour de lui, à emmener son monde. Il fait ses trucs, mais de façon assez isolée, quoi. Donc je suis pas vraiment fan, quoi. Et tous ces indicateurs d'efficacité, je sais pas, sont pas très bons. Ouais. Donc je suis pas convaincu par Anfernee Simons. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier de notre sélection là des 5 joueurs. Et si je regarde le classement que tu as proposé, je pense que je vais le mettre assez bas en vrai. C'est vrai que le truc, c'est que là où je peux comprendre ta déception, c'est cet aspect de il était déjà plutôt pas mal, plutôt bon quand il y avait Lillard. Bon, maintenant qu'il n'y a plus Lillard, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une saison un peu plus de l'explosion au volume, on va dire, de Simmons? Et c'est vrai qu'on l'a pas totalement eu pour le coup. Donc de ce point de vue-là, en effet, en plus, comme tu dis, en termes d'efficacité, c'est peut-être une de ses moins bonnes en carrière. En tout cas, par rapport à ses années récentes, on va dire. Moi, je compte pas un peu les tout débuts, mais il est à moins 2% par rapport à la moyenne. Il a déjà tapé du plus 3, par exemple, avec des bons scores d'efficacité. Le problème, c'est que l'efficacité à 3 points, elle est entre guillemets juste à 38% et demi. Entre guillemets juste parce que d'habitude, c'est un des meilleurs shooters de NBA, Simmons. Tu vois, qui peut taper des saisons à 40, voire quasiment 43% à 3 points. Un truc d'élite. Et je pense qu'on est aussi juste sur le fait que l'efficacité a un peu chuté parce qu'on a un peu fait monter le curseur de la création pure finalement, et justement il y a plus de start et t'es beaucoup moins en rôle de complément. On va essayer de faire forcer un peu plus, et tu vois d'ailleurs en termes de pourcentage de paniers assistés, à quel point ces paniers étaient assistés par autrui, on est à 36%. C'est extrêmement peu, et pour dire, l'an dernier et avant on était autour des 50, 40, 47%, 53%, voilà, un profil quand même plus équilibré. Là, 36%, à peine 36% de paniers assistés, c'est un score qui est parmi les moins assistés de toute la NBA. Je crois que c'est top 10 parmi les moins assistés. Donc, c'est un peu passé sous les radars parce que personne ne regardait Portland. Mais en fait, on a eu affaire à quelqu'un qui a été un peu passé au révélateur de la création pure, on peut dire, en un sens. Quelqu'un aussi qui n'a pas pu profiter autant qu'avant de la création d'autrui, parce que Scoot Anderson, compliqué, Shaedon Sharpe, compliqué, enfin bref, plein de cas compliqués. Donc, en un sens, on a eu un mec qui a été vraiment passé au révélateur, avec des résultats en termes de scoring peut-être pas aussi fabuleux que ce qu'on aurait pensé en un sens. Tout à fait. Et c'est pas non plus un excellent finisseur au cercle. Enfin, je trouve qu'il est assez limité en fait. Comme tu dis, il a montré, il a été mis à l'épreuve, et je trouve qu'il a pas passé les tests, quoi. Très, très clairement, quoi. Si tu regardes ses playoffs en 2021 face à Denver, il a 21 ans. Tu te dis, waouh, ce joueur on a vraiment sous la chaussure, il y a quelque chose à tirer de ce joueur, quoi. Ça va devenir un bon, potentiellement. Comme tu l'as dit, son adresse à 3 points et son volume, c'est ce qui est le plus marquant dans son jeu, quoi. Mais à part ça, aujourd'hui, il a fait quelques progrès un petit peu dans la distribution, forcément, puisqu'il a vu, il a eu beaucoup plus de responsabilités après le départ de Lillard. Mais je sais pas, défensivement, c'est un énorme problème, Anfernee Simons. Et ça le rend difficilement jouable. Et aujourd'hui, ce qui est assez bizarre, c'est que Portland, s'ils veulent s'en débarrasser, il va falloir le faire jouer. S'ils veulent filer les clés du camion à Scoot Anderson et Shaedon Sharpe, qui sont l'avenir du club, clairement,
eh ben va falloir essayer de retirer le maximum pour Anthony Simons. Et je pense que c'est ce que Portland devrait faire personnellement. Mais clairement, je vois pas comment ils vont faire sans lui donner des minutes. Et donner des minutes à Simons, c'est privé peut-être, à moins que tu joues avec 3 arrières, quoi, dans le 5 majeur. Mais Portland, ça va être encore être dur cette saison. Très, très dur. Oui, mais est-ce que ça les arrange pas que ça soit dur et qu'on perde des matchs finalement pour être bien placé pour la draft? Probablement, ouais. Mais je pense qu'ils auraient potentiellement dû vendre Simons quand sa cote était plus haute, et aujourd'hui... Enfin, je sais pas. En plus, c'est un joueur qui se blesse extrêmement régulièrement. Il a joué 46 matchs, je crois, la saison dernière. C'est quoi son plus haut total de matchs? C'était en 2021, 64. Non, 70 en 2020. Donc, je sais pas. Il y a énormément de red flags concernant Anthony Simons, quoi, je trouve. Moi, c'est pas un joueur que je trouve... Enfin, sur qui tu peux compter, quoi. En fait, j'étais pas très fan à la base, moi, de Anthony Simons. Et tu vois, c'est vrai que cet aspect de passer au révélateur, pour moi, c'est plutôt un mec qui était un peu rôle de complément, pas trop créateur, un shoot d'élite, mais pas trop drive, pas trop passing, etc. Donc, il y avait un aspect de... ok, tu peux le passer au révélateur si tu veux, parce que t'as rien d'autre sous la main, mais à quel point c'est pas un peu déjà voué à l'échec, parce que c'est pas un mec qui a forcément un bagage pour être un créateur, en fait. Donc, déjà, à quel point est-ce qu'on peut relativiser ça? Et dans le même temps, je trouve que c'est pas totalement un échec pour moi, ce truc-là, parce que bon, il n'y a pas un envol, un volume énormissime, tu vois, au scoring, ok, en termes de volume, hein, vraiment, je parle de ça, mais bon, déjà, efficacité, mine de rien, on est toujours autour de la moyenne, donc c'est pas comme si d'un coup il était devenu, pardon pour les familles, mais aussi inefficace que Kate Kingham et Paolo Banchero, donc ou Killian Hayes, ou des mecs comme ça, quoi. On est quand même au niveau de la moyenne d'efficacité, tu vois, on est pareil que des héros, même un peu mieux que Tyler Hero. On est pareil que Bogdanovic, que des mecs comme ça. Donc, un peu à relativiser cet aspect de inefficacité ou efficacité, parce que c'est pas si cata, premièrement. Ensuite, comme dit aussi, il a un régime de tir qui a été très très compliqué en termes de pourcentage de panier assisté, et surtout quasiment aucun panier facile. Donc ça, à quel point est-ce que le même joueur passe au révélateur, mais juste à côté, plutôt que Shaedon Sharpe, tu mets un De'Aaron Fox ou un mec comme ça, incompétent, ça lui donne pas aussi 3 catch and shoot par match, facile en plus par match, et l'efficacité d'un coup, hop, au général, tu dis, tiens, elle est pas mal l'efficacité, parce qu'il y a juste 3 paniers faciles en plus par match qui tombent dans les mains. Donc il y a ça. En termes de drive aussi, c'est... Enfin, pour te dire, moi, j'étais pas fan du joueur. Depuis 2 ans, je commence un peu à être conquis par le développement du drive et du passing. Et bon, le drive, on est au milieu de tableau, hein, tu vois, parmi les gros drivers de NBA cette année, il est 29e sur 57 en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive. Donc on est clairement dans la moyenne. Il est d'ailleurs au-dessus de Kobe White, on est au-dessus de Desmond Bane, de Quickley, de Cam Thomas, de Siakam, de Dejounte Murray. Enfin bref, c'est pas du tout choquant, quoi, pour le coup. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le passing cette année. Et autant on peut, et j'entends ce que tu dis, hein, sur le côté passer au révélateur, et ça va pas marcher au scoring, autant je trouve qu'au passing, c'est peut-être là où la saison a été le plus utile, parce qu'on l'a forcé un peu à avoir beaucoup de responsabilités. Et il a fait pas mal de... Enfin, je trouve qu'il est meilleur en passe. Et pas que le côté j'ai plus de ballons, donc je fais plus de passes. Je trouve que ça se développe de plus en plus, le côté un peu lecture de jeu, la créativité. C'est pas la folie, mais c'est pas mal. Et on le voit sur le chiffre brut d'assists, mais on le voit aussi sur pas mal d'autres indicateurs. On le voit aussi en match, quand tu décortiques un peu ses assists ou ses matchs un peu tactiquement. Voilà, tu vois, au final, je ressors avec une impression qui est pas si mauvaise que ça, et un côté, finalement, le passé révélateur, c'était pas que tant que ça une catastrophe, parce que le scoring, ok, mais le passing, plutôt sympa, quoi. J'entends ce que tu dis. La question de l'efficacité est hyper intéressante dans le terme de juger un joueur. Par exemple, si on reprend l'exemple de Paolo Banchero, c'est quelqu'un, moi, le fait qu'il soit pas forcément efficace dans ce qu'il fait, mais dans la manière dont il fait les choses sur le terrain, m'importe plus que l'efficacité. Au stade où il en est aujourd'hui, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça m'inquiète pas, parce que je vois dans sa façon de visualiser le jeu, quand il essaye de faire ce qu'il essaye de faire sur un terrain, il comprend tellement de choses, mais il a pas encore les clés. Il a pas encore décrypté les codes, tous les codes. Et le jour où il va comprendre, s'il comprend, ça peut faire vraiment très très mal. Un mec comme Anthony Simons, si au bout de 6 saisons,
je trouve que moi je suis déçu. Je suis déçu de ce que j'ai vu auparavant, notamment cette fameuse campagne de playoff 2021, enfin ce premier tour face à Denver, ou c'était le deuxième tour, je sais plus, bref. Et de voir aujourd'hui que, alors oui, il y a bien évidemment qu'il y a des, parce qu'il est, ça fait 6 ans qu'il est là, qu'il a un peu plus de métier, qu'il comprend mieux ce qu'il doit faire, mais je sais pas, quand je regarde jouer Anthony Simons, j'ai pas l'impression qu'il percute en fait ce qu'il doit faire pour passer à un stade supérieur, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a un peu le joueur qu'on a, quoi. Ouais, ça je suis d'accord, quand on n'a pas une star, on n'a pas un potentiel élevé. Et je continue de dire que défensivement, c'est trop un problème. C'est une purge défensive, ce joueur. Et ce n'est pas possible. Ouais, mais alors, tu vois, alors peut-être on va passer vers le classement, mais alors je suis d'accord que défensivement, c'est une valeur négative, qui, mine de rien, moi, sur certains passages d'anciennes saisons où c'était compétitif, c'était pas bon, mais c'était pas Trae Young, c'était pas des mecs comme ça. Donc, ok, mais à la limite, prenons la saison actuelle, en effet, la défense est un négatif, mais tiens, passons au classement, alors comme ça, on peut prolonger la discussion en comparant. Mais tu vois, moi j'ai un groupe de joueurs là, tout ce qui est Fred VanVleet, McCollum surtout, Tyler Herro, tout ce qui est autour de la 45e place là dans notre classement, Bogdanovic. Bon, on est un peu dans ce profil créateur secondaire, gros volume, efficacité qui est autour de la moyenne, un peu de passing mais pas des masses, mais surtout il y a aussi un compromis défensif avec Herro, avec McCollum, avec Bogdanovic. Donc je sais pas toi où t'imagines un peu la zone de Simmons dans le classement. on va tellement pas être d'accord sur Simmons, la vache. Moi, je suis au niveau de Harris et Tyus Jones. Harris. Ah oui, d'accord, tout en bas du classement alors. Ouais, je suis tout en bas. Ouais. Ok. Je suis même à 2 doigts de le mettre 65e. De le virer du classement. Non, mais de le mettre à la queue du peloton. Ouais, dernier quoi. Ouais. Dernier. Dernier des 65, enfin des 70 qu'on est en train de créer. Mais ouais, je le vois. Je prendrais tous les joueurs au-dessus avant lui, quoi. Je te trouve sévère parce que je sais pas. Ouais. Si je te fais un duel à l'aveugle entre le profil de Bogdanovic ou celui de Simmons, je suis pas sûr que tu arrives à deviner qui est qui pour le coup. Et comme dit, même compromis défensif, même Bogdanovic, je le trouve très très haut dans le classement. Tu le mettrais plus bas aussi, alors peut-être c'est ça aussi. Ouais, complètement, ouais. Ok, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un groupe là, Banchero, Cunningham, que toi tu verrais plus haut tout ce qu'il y a au-dessus en fait. Complètement. Je sais pas, je te dis, tu vois, il y a des Tyler Herro, des McCollum, quoique McCollum, il y a plus de création quand même un peu au niveau passing, mais ça me paraît pas si différent. Je dis pas qu'il est à leur niveau, mais ça me paraît pas si différent sur le rendement de facto, quoi, pour le coup. McCollum, il a baissé de niveau quand même. Ça devient chaud, McCollum. Il apporte encore des choses. Fred VanVleet, c'est un joueur hyper intéressant pour le coup à ce niveau-là, parce que lui, il a une telle intelligence de jeu, ce joueur. Et pour le coup, défensivement, lui, il se débrouille, quoi. C'est vrai. Il est limité par sa taille, mais qu'est-ce qu'il est brillant dans sa tête, quoi. Oh, là, tu vois, tu préfères l'attaquant des jeunes Temeray ou l'attaquant Simmons? Je sais pas, j'arrive pas à voir les choses comme ça, très sincèrement. J'arrive pas à voir les choses comme ça. Monsieur le juge, facile cette réponse pour s'échapper. Non, mais je peux pas compartimenter parce que le basket ça se joue pas comme ça. C'est comme jouer en 1 contre 1, tu vois, faire des 1 contre 1. Pour moi, c'est un non-sens total quand tu parles de basketball. Oui, mais justement, c'est aussi pour ça que c'est un jeu d'interaction, mais c'est aussi un jeu par rapport au nombre de cartouches, et c'est pour ça que l'efficacité est à ce point important. Donc, si t'as un mec comme Banchero ou Cunningham, tu vois, qui te mettent 20 points ou 25, mais qui ont besoin de 30 cartouches, ça fait quand même beaucoup de cartouches que l'équipe peut pas utiliser pour scorer des points, quoi. Donc, non, mais je te rejoins. Peut-être qu'on peut faire, c'est couper la poire en deux. Moi, je l'avais plus haut dans ce groupe-là. Toi, tu l'avais tout en bas. Je vois un autre créateur un peu secondaire aussi, qui est Jaquez, qui est 57. On peut le coller à Jaquez, du coup. Rami Jaquez, bien sûr. Si ça te va. Mon coup de cœur, Rami Jaquez. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Oui. Oh, j'adore ce joueur. J'ai beaucoup d'espoir. Écoute, le cas est compliqué, mettons-le là et avançons. Faut quand même qu'on continue l'émission.
Petit quiz pour finir, nous sommes le combien? On est le 9 mars, pardon. 9 mars 2024. Je savais pas que tu serais bas sur Anthony Simmons, mais ça tombe bien, puisque j'ai pris une action où il se fait complètement postériser par Jalen Green. donc ça va te faire plaisir, il est pas du tout mis à l'honneur, Simmons. Postériser, c'est une des actions de la saison, un des dunks de la saison, kické sur le terrain au moment de ce poster dunk de Jalen Green sur Anthony Simmons. On est à quel moment de la saison? On est le 9 mars. Donc il n'y a pas Şengün. Şengün, il est pas là, je crois. Il est sur le terrain, si, il est là. Ah bon? C'est juste avant sa blessure. C'est début mars alors? Ouais, 9 mars. Ouais, voilà, parce qu'après il était plus là. Donc Şengün, Jabari Smith? Oui, tout à fait. Dillon Brooks? Oui, tout à fait. Fred? Oui. Freddy? Je les ai tous là, les Rockets. Tous les Rockets, ouais. Et après, c'est Portland. Alors, et là, on va s'amuser. Est-ce qu'il y avait Brogdon? Non, même pas. Pas Brogdon. Ok. Sharp, il a pas joué. Non. Quasiment. Je peux t'aider avec des indices, si tu veux. Si je te dis, il y a quelqu'un qui était là une fois. Une fois? Un Belge qui était là une fois. Non, ça m'aidera pas. Ça te dit rien, un joueur belge? Un rookie défensif belge. Toumani Camara. Alors peut-être tu sais pas qu'il est belge. Hein, Camara. Non, je savais pas qu'il était belge. Voilà. Ouais, Toumani Camara. C'est juste mon manque de culture, c'est tout, t'inquiète. On a un intérieur shooter côté Portland qui a joué avec l'Australie au JO, je crois. Et ça te dit rien non plus. Un peu un joueur ça me dit rien du tout. D'origine africaine qui finalement a joué avec l'Australie. Diop Reese. D'accord. C'est le quiz compliqué, hein. Josh. Ouais. T'as pas de chance. Portland, je sors les rames immédiatement. Est-ce que Jeremy Grant, il est là? Non, pas de Jeremy Grant. On a un meneur de très grande taille qui était à Toronto avant. Est-ce que ça te parle, ça? Ah, c'est Banton. Exactement, qui a fait une grosse fin de saison d'Alan Banton. Exactement. Et le dernier, il a un frère qui joue aux Kings. Chris Murray. Exactement, Chris Murray. Bah tu vois, moi je suis pas sûr que je l'aurais trouvé celui-ci. Et donc, on passe à notre quatrième joueur du jour, c'est Brandon Ingram, 33 minutes par match pour Ingram, 64 matchs, le niveau d'efficacité de scoring sans de trop shooting plus, donc pile au niveau moyen de NBA, sur 27% d'usage, un plutôt bon volume d'utilisation. Et pour te lancer, on est vraiment sur une bonne saison de quelqu'un qui a été un élément important d'une équipe surprise, une équipe même agréable de cette année. Les Pelicans? Ouais. Moi, je suis... T'étais pas conquis par les Pelicans non plus. Je suis déçu par Brandon Ingram. Je pensais qu'il n'en serait plus là à ce moment de sa carrière. Et déjà, il est souvent absent, ce qui a tendance à m'exaspérer, très sincèrement. Je crois qu'il a dépassé les 60 matchs à 4 reprises dans sa carrière. C'est assez déprimant. Je trouve qu'il avait été très bon en 2022 avec les Pelicans, et je trouve que la saison dernière ça va, mais je trouve qu'il stagne en fait. Je trouve qu'il y a une stagnation dans son jeu. Je trouve qu'il a du mal à exprimer son talent. Alors je sais pas si c'est l'équipe autour de lui qui pose problème, le fait que pour le coup Zion Williamson a joué la saison passée. Juste 70 matchs, je crois, un truc comme ça, Zion. Ouais. Et ouais, les deux, là, j'ai pas l'impression qu'ils se tirent vers le haut, en vérité. Et Ingram, je le trouve trop passif, trop attentiste. Il est très bon individuellement, c'est un gros talent, et un talent colossal. C'est un joueur élite, il y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve qu'il je sais pas, il exprime pas son potentiel, quoi. Peut-être que je le vois trop beau, j'en sais rien. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis assez déçu en fait. Bah, effectivement, il y a un problème sans doute un peu de fit entre les deux, entre Ingram et Zion, dans le sens où je pense que Ingram est un créateur de très bon niveau, mais peut-être pas superstar, on va développer.
mais surtout, c'est un créateur. C'est plutôt un mec qui a la balle et qui a pas tant que ça de synergie un peu off-ball, de dynamisme en fait. C'est peut-être ça le mot. Et je pense qu'autour de Zion, il faudrait un peu plus de dynamisme pour l'optimiser lui. Des shooters d'élite et des mecs qui vont en jouer off-ball, tu vois, Trey Murphy ou des mecs comme ça. C'est pas pour rien si Zion, il fait plein de pick and roll avec Trey Murphy, avec mince, j'oublie des noms, mais bref, des mecs un peu comme ça parce que ça apporte beaucoup de mouvement. Et ensuite, Zion peut, à travers ce mouvement, s'exprimer et en tirer profit. Ingram, c'est vrai que c'est un cas un peu compliqué et je te rejoins sur un peu l'aspect de stagnation, je sais pas, mais en tout cas stabilité. Et en plus, c'est pas un bas niveau, c'est plutôt un bon niveau, mais on a peut-être une stabilité et je comprends aussi ton effet de, je dirais pas de biais de déception, mais en tout cas peut-être déception consciente de, c'est sympa, mais peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il fasse le step depuis All-Star, peut-être à All-NBA, et que ça, en effet, ça tarde un peu à venir. C'est un peu dans ce sens que tu dis, l'effet de déception avec lui. Oui, complètement, ouais. C'est tout à fait ça. Et je trouve que défensivement, il a pas vraiment eu de grande progression. Alors c'est pas outrageusement mauvais ce qu'il propose défensivement sur un terrain, mais je trouve que voilà, il a des capacités physiques, athlétiques qui sont telles que il devrait être bien meilleur à mon goût sur un terrain. Tout du moins, ça devrait pas être cette espèce de ventre mou dans son jeu. Et encore une fois, je sais pas. Je sais pas, son efficacité offensive, elle en est où, Brandon Ingram, dans ta lecture à toi? Il est pile au niveau moyen de NBA, tu vois, il est comme Jaylen Brown, comme des mecs comme ça, comme Edwards, on est autour de... Et ça c'est décevant. C'est forcément décevant, mais moi, pour te dire, je suis à la fois un amoureux et un déçu de Ingram, parce que je l'avais scouté à la draft. Et en fait, il y a un peu de vision, il y a le côté peut-être théorique et le rêve que j'avais à l'époque et beaucoup aussi, c'est cet aspect de, en fait, il est hyper grand, hyper long, et donc, en fait, il pourrait faire tellement de choses avec ça. Tu vois, notamment sur drive, un mec qui est aussi long, aussi grand en termes d'envergure de bras et d'enjambées, ça pourrait techniquement, s'il se mettait à driver, être un des meilleurs drivers de NBA. Sauf que ça, c'est la théorie. Après, la pratique, c'est mais il a peut-être pas trop la mentalité pour faire ça. Il a pas trop l'agressivité. Il a pas ce genre de qualité. Il a pas l'envie de faire beaucoup de drive. Il a pas l'agressivité. Enfin, il y a plein de trucs qui manquent un peu. Donc, d'un côté, t'as la théorie de dire, waouh, en fait, s'il débloque tout son potentiel, notamment athlétique, physico-athlétique, ça peut être génial. De l'autre côté, t'as un peu le résultat pour de vrai, qui est que, il utilise pas complètement ses atouts. Et tu parlais de la défense. C'est un peu pareil. En défense, il fait partie un peu de ces mecs où tu te dis, ouais, il est grand, il est long. Il peut avoir un impact ici, ici et ici. C'est vrai qu'on a un mec qui, je trouve, est compétent, même au-dessus de la moyenne, pour le coup. Moyenne haute, enfin, on n'est pas très très haut, mais une moyenne haute, je trouve, qui, dans les schémas des Pelicans, se bouge bien, dans des schémas très, très demandants. Il fait les rotations, il est plutôt bon face au ballon, etc. Mais on a déjà vu des mecs avec ce genre d'outils physiques et de taille et de longueur de bras de centimètres être le defense. Donc, c'est vrai que je te rejoins un peu sur cet aspect, et tu vois, je te dis, moi, je l'ai scouté à l'époque, et on pouvait imaginer un potentiel très très haut, parce que il y a ce genre de fondation d'élite que sont les centimètres en basket, et sauf que le résultat final, c'est un mec qui va pas totalement au drive, qui aime bien plutôt prendre beaucoup de pull-up. Je crois que c'est une des deuxième ou troisième plus grosses fréquences de long tir de points de NBA, donc ça met un plafond de verre à son efficacité générale, parce qu'il prend beaucoup de tirs qui sont les moins rentables du basket. Et de l'autre côté, pareil en défense, où tu te dis, ouais, ça pourrait être un all defense, protection de panier pour son poste, défenseur d'élite face au ballon, qui peut switcher partout. Dans les faits, on n'a pas trop ça non plus, donc il y a peut-être un peu une déception de ce point de vue-là, quoi, en effet. La fois où j'ai été ravi de le voir sur un terrain, Brandon Ingram, c'était ce premier tour face à Phoenix en 2022. Là, il a vraiment été magnifique. Ils perdent cette série 4-2, mais il est vraiment... J'ai vraiment eu l'impression, tu sais, de voir Brandon Ingram qui concrétisait beaucoup de choses dans son jeu. Ça se passe sans Zion sur le terrain. Je pense aujourd'hui que pour le bien-être de ces deux joueurs-là, il faut séparer Ingram de Zion, quoi. Et je pense que Ingram, on aura peut-être une chance de le voir devenir autre chose, et ce qu'on aimerait voir de lui potentiellement. Ce qui est assez déroutant, c'est que y a pas grand monde qui vient cogner à la porte de David Griffin aujourd'hui pour demander les services d'Ingram, quoi. Et c'est à se demander un petit peu ce que voit le scouting des équipes NBA. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ils se disent, ouais, je sais pas si on va aller investir des assets pour faire venir Brandon Ingram dans notre effectif, quoi. Et ça, je trouve ça assez fou qu'on en soit là. C'est vrai que sa situation contractuelle illustre assez bien un peu
la problématique sportive, parce que c'est un mec qui peut prétendre et qui a des velléités de contrat méga max, là, je sais pas comment on l'appelle, super max, à 50 millions l'année. Sauf que il y a cette question pour moi, il l'est pas automatiquement, et pour le front office des Pelicans, il l'est pas automatiquement non plus. Donc, ce côté situation contractuelle illustre assez bien ça c'est une star. Ok, gros volume, ok, scoring, on l'a dit, mais c'est pas inefficace, hein, c'est au niveau de la moyenne, donc pas non plus une énorme plus-value, mais c'est pas mal sur un gros volume. Ok, il peut un peu toucher à tout, il y a le pull-up, le 3 points continue de faire un peu les montagnes russes d'année en année, mais ça c'est Ingram, on le connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un mec de catégorie top 30 final, top 35, mais peut-être pas le contrat auquel il aspire, qui va être un contrat top 15 NBA, quoi. Donc ça bloque aussi pour ça, en un sens, à mon avis, actuellement, c'est parce qu'il y a un peu cette différence, et ce fait que lui il veut plus, sauf que, comme tu dis, ça fait 3-4 ans que ça stagne d'un niveau qui est bon, niveau très bon, niveau All-Star, grosso modo, mais pas niveau NBA, ouais. Et je pense que quand je t'écoute toi, quand j'écoute Charles, qui est souvent avec moi dans le podcast, sur NBA Corner, on a tous envie de voir Ingram beaucoup plus beau qu'il ne l'est. Et je te dis, cette série face à Phoenix en playoff, je me suis dit, waouh, voilà, parce que Dieu sait c'était sa première série de playoff de sa carrière, il en a fait que 2, hein, et face à OKC, tout le monde lui est tombé dessus lamentablement pendant les playoffs derniers, alors que le gars revenait de blessure. Vous vous attendez à quoi? Mais il va rien faire. Il est face à une des meilleures équipes de la ligue. Ouais, c'est une série 1-8, hein, donc bon. Oui, voilà. C'est une série 1-8, il peut rien, quoi. Et en plus, ils ont le personnel idéal pour défendre sur lui, et que lui revient à peine. Enfin bref, c'était un peu grotesque toute cette vague de critiques. Maintenant, Brandon Ingram, c'est aussi un joueur qui prend un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Si tu devais le mettre demain dans n'importe quelle équipe, t'as le choix de le mettre n'importe où. Dans quel environnement tu penses qu'il pourrait s'épanouir, Brandon Ingram? C'est une bonne question, parce que pour moi, la question ne vient même pas complètement sur à quel niveau il est, son niveau de jeu dans son métier, mais justement sur la nature de son métier, et sur le fait que c'est pas un mec qui vit partout, quoi. C'est pas un mec, tu peux plug and play partout, parce que il peut jouer off-ball, il peut s'inscrire dans un fond de jeu, etc. Donc la question est compliquée, parce que je pense que son niveau de jeu et ce qu'il fait dans son style est intéressant, mais il a peut-être pas autant de portabilité, de transposabilité plutôt que d'autres joueurs, quoi, parce que il a ce style un peu rigide. Et donc, ouais, tu vois, moi j'imaginais un peu un Miami. Miami, ça peut être sympa, parce que je pense que Miami, c'est le genre d'équipe qui peut arriver à le recontextualiser, un peu lui mettre des coups de pied aux fesses pour le faire driver plutôt que prendre des pull-ups ou ce genre de truc. Mais non, c'est compliqué. Ça fait partie de ces joueurs qui, on parlait de DiVincenzo, qui est sans compromis comme joueur, c'est-à-dire que il mobilise aucun ballon, tu le mets, il prend n'importe quel type de ballon, n'importe quel volume, ça lui va. Lui, c'est l'inverse, Ingram. Pour moi, c'est joueur un peu à compromis, c'est-à-dire c'est pas mal, mais ça mobilise beaucoup de volume, avec un résultat qui est pas mal, mais pas si bon que ça. Donc je sais pas, c'est un joueur très intéressant. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais pour moi, le gros progrès de cette année, on le voit depuis quelques temps. Moi, je me souviens, pareil, je l'ai scouté il y a 5 ans aux Lakers, il y avait déjà un peu de passing, donc ça sort pas de nulle part. Mais je trouve que cette année, on a beaucoup plus la concrétisation de son passing et de son playmaking, qui pour moi, on n'a pas trop dit, mais quand même, le point très positif de cette année, c'est cette question du playmaking. Ouais. Tout à fait, absolument d'accord. Et de toute façon, il est gavé de points positifs, Ingram. Il y a des fois, tu le vois jouer, il est juste magnifique. En fait, Brandon Ingram, pour moi, c'est un peu un surdoué qui arrive pas à exprimer son potentiel, quoi. Ouais. J'ai cette image-là de lui. À quel point c'est vrai, j'en sais rien. À quel point je me trompe, j'en sais rien. Mais je le vois comme ça. Et je pense que c'est un joueur qui, dans un effectif qui lui conviendrait. Miami, j'aime beaucoup cette idée. Mais dans un effectif qui lui conviendrait et qui lui permettrait de mettre en valeur et qui le secouerait un peu, quoi. Je sais pas pourquoi ses personnalités après, mais ouais, t'as envie de le secouer. Moi, j'ai envie de le secouer, en tout cas. Et donc, classement. Où est-ce qu'on l'imagine dans ce classement? Oh là là, mais t'arrêtes avec tes classements, mais c'est pas possible. Ah, on est là pour ça, merde. Je dirais premier comme ça, sans trop réfléchir, du côté de Wagner Markkanen. Ok, donc on est quand même... Oui, d'accord. Dans la 30e. 31. Ouais. J'étais plus haut, je t'avoue. Moi, j'étais plutôt catégorie DeRozan, Pascal Siakam, Maxey. On est plutôt 20-25, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord.
10 places, 10 places au-dessus, toi. Ouais. Pour moi, ça ressemble quand même pas mal à DeRozan, en plus viable en défense, tu vois. On parlait de ça par rapport à Fernie Simmons comparé à d'autres, mais j'étais plutôt dans cette zone-là, moi, pour le coup. Mais peut-être que tu as aussi un meilleur avis des mecs qui sont plus bas, de Markkanen, Wagner et autres, quoi. Ouais, j'ai un très bon avis des Sengun, Wagner, Markkanen. C'est des mecs que je les trouve un peu bas. Mais Wagner, j'ai perdu tout sens. J'ai perdu tout sens critique concernant Wagner. Un mec, j'y crois à mort. Sengun, c'est pareil. Markkanen, j'adore. Markkanen, c'est vraiment un très bon. Je crois que je l'ai eu d'ailleurs l'année dernière. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, mais tu vois, pour moi, il y a beaucoup une ressemblance Ingram-DeRozan, hein, pour le coup, avec un aspect un régime de tir très compliqué, une efficacité qui est similaire, du passing qui s'est pas mal développé, beaucoup de playmaking. Ouais. Et c'est vrai. En plus, la défense d'Ingram est assez intéressante. Alors après, tu me diras, c'est peut-être DeRozan qui est un peu haut, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, on peut un peu descendre les deux, si tu veux, on les colle, on les descend. Mais tu vois, on a du Siakam, on a du Maxey. Je suis pas convaincu que Maxey soit bien meilleur qu'un Ingram, par exemple. Il n'y a pas le passing, quoi. Il n'y a pas le passing, notamment. Le volume n'est pas beaucoup plus grand non plus. Je pense qu'on est un peu dans cette zone. Après, où exactement, je sais pas, quoi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai une lecture différente dans le sens où Maxey, il est sur une pente ascendante, il est sur une vraie dynamique. Il est en pleine bourre, Tyrese Maxey. Il est en train de monter, plus ça va, plus il comprend, plus il est impactant, plus... Ingram, c'est là son problème. Ingram, t'as beaucoup de questions, quoi. T'as encore trop de points d'interrogation. Il a 27 ans, il est censé entrer dans son prime, Ingram. Pas Tyrese Maxey. En termes d'évolution, pour l'instant, Maxey, il est quand même, pour moi, il est en avance, rien que pour ça, en fait. Parce qu'il est plus jeune et qu'il a déjà un impact important. Ouais, alors après, dans cet exercice, on met un peu de côté tout ce qui est âge potentiel, quoi. C'est vraiment que la... Non, mais au contraire. Non, mais t'as raison, mais je veux dire, ce qui le sert dans cet exercice, c'est que... Non, mais t'as raison. Il n'y a pas l'aspect potentiel, et pour Ingram, tant mieux pour lui, il n'y a pas l'aspect de stagnation, quoi. Juste, on évalue ce qui a été. Mais alors, je te propose un truc très simple, on coupe en deux. Moi, j'étais DeRozan, toi, t'étais Wagner, coupe en deux. Si on le colle à Jaylen Brown, est-ce que ça tirait? Ouais. Jaylen Brown, Jamal Murray, ce côté gros volume, assez efficace. Et puis, allez, si tu veux, on le met derrière Derrick White. Comme ça, je te fais cette fleur. Derrière Maxey, derrière Derrick White. Ok. C'est très gentil, merci beaucoup. Faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, nous sommes le 18 novembre 2023. C'est un poster dunk contre Denver. Et oui, il peut parfois s'énerver, le Brandon Ingram. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, un poster dunk contre Denver? Dis-moi qu'il y avait Zion déjà. Zion était là, exactement. Ouais, Zion, il a joué 70 matchs. Putain, il est fort. Sauf les playoffs. Ouais. Sacré Zion. Merde. McCollum, il est là? McCollum n'est pas sur le terrain à ce moment-là. On a un aspirateur. Ah merde, il y a Herb Jones. Il y a Herb Jones, en effet. Valanciunas, mais c'est pas lui auquel je pense. Ah, c'est pas lui l'aspirateur, merde. Non. C'est quoi l'aspirateur alors? Attends, c'est un de tes jeux de mots là. Il a été échangé aux Hawks. Dyson. Exactement, Dyson Daniels, l'aspirateur à ballon. Donc Ingram, Valanciunas, Dyson Daniels, Zion et Herb Jones, tout à fait, tu as les 5. Et côté Denver alors? Denver, putain, touche pas à Denver. Il y a Jojo. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il y a Jojo? Jojo, il c'est est sur Embiid, le terrain, c'est Jojo, pas Jokic. ou pas? Oui, mais attends. Jojo, c'est Embiid, c'est pas Jokic. Ouais, mais non, ouais, t'as raison, ouais. Il y a Jokic. Ça marche. Michael Porter Jr. est là, ouais, tout à fait. Aaron Gordon, tout à fait. C'est quoi le score? Il y a Caldwell Pope ou pas? Caldwell Pope. S'il y a Ingram, il y a potentiellement Caldwell Pope. Exactement. Et un dernier, c'est un meneur. C'est un meneur. Et ce n'est pas Jamal Murray. Non, c'est Reggie Jackson. Exactement, c'est l'Italien Reggie Jackson qui est sur le terrain à ce moment-là. Et
Et donc on peut avancer vers le 5e et dernier joueur du jour, c'est Joel Embiid. Le cas le plus facile peut-être du jour, en tout cas le meilleur joueur sans doute. 34 minutes de jeu en moyenne pour Joel Embiid, 39 matchs à peine. On le sait, il a été blessé et coupé dans son élan. 111 de true shooting plus, donc plus 11% d'efficacité relative à la moyenne. C'est un score historique pour un tel volume. D'ailleurs, le volume, on est à 40%. Un truc monumental, gigantesque, un volume de mammouth, une charge de responsabilité énormissime. Et pour te lancer, c'est vrai qu'on est sur un Embiid qui est toujours dans son prime et qui, à force de bien jouer comme ça, presque il mériterait un jour d'avoir un MVP, on est d'accord. Je l'ai faite pour toi, celle-là. Allez, elle me fera toujours autant rire, tu le sais très bien. Ouais. Je pense qu'en janvier 2024, Joel Embiid, c'était la meilleure saison de l'histoire de sa carrière, très certainement. Et on était là en train de le classer très haut dans l'histoire, quoi. Bientôt. Parce qu'il était à une production offensive digne d'un Wilt Chamberlain dans les années 60. Plus grosse moyenne de points inscrits par 36 minutes. Le plus gros ratio points par minute de l'histoire de la NBA. On était là, waouh, incroyable, on n'a jamais vu ça et tout, c'est fou. Y a rien à dire. Tu vois, ses stats avancées, stats sans possession, c'est génial. Il a vachement amélioré, et je pense que c'est son point de progression le plus impressionnant la saison passée, sa distribution du ballon, sa lecture du jeu. Il a vachement bossé là-dessus, et franchement, quand t'es un joueur qui sort d'une saison de MVP et que encore derrière t'arrives à te dire, tiens, je vais bosser sur ce point sur ce point-là de mon jeu qui est un peu faible. Bravo à lui. Alors, il perd toujours des ballons à tour de bras, c'est un de ses gros péchés mignons. Mais ouais, absolument incroyable. Mais voilà, comme tu l'as dit, quoi, 39 matchs, c'est toujours la même histoire avec Joel Embiid, quoi. C'est magnifique, mais ça tient pas. Donc c'est chiant. Si t'es fan de Joel Embiid. C'est un peu ça, et je pense que le point principal, c'est un combo de volume et d'efficacité qui est sans doute inédit, parce que voilà, on en parle beaucoup, mais tu vois, Giannis Antetokounmpo, Jokic, etc., c'est des efficacités qui sont incroyables sur un tel volume, mais Embiid, le volume, il le pousse encore plus, le curseur du volume. C'est une charge encore supérieure, c'est pas juste 30-35% d'usage, on va monter jusqu'au 40 carrément. Donc c'est assez spectaculaire, et en fait, c'est tellement inédit que souvent, un peu dans ces zones-là, tu vois, l'an dernier, pareil, 2023, c'était le seul joueur de l'histoire qui avait fait un tel score d'efficacité sur un tel volume. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, des saisons comme lui, en 2023, avec un tel volume, il n'avait quasiment pas. Donc c'est un peu... En ce sens, c'est aussi là-dessus qu'il est inédit. C'est à quel point il peut avoir encaissé une charge assez énorme et avoir ce rendement qui est fantastique, parce que il a un volume énorme. Encore cette année, il est 3e plus efficace de NBA parmi les gros volumes. Alors, évidemment, devant, il y a toujours Jokic et Antetokounmpo, ok, mais ouais, c'est un niveau d'efficacité qui est record. Tu vois, c'est assez extraordinaire. En plus, avec un aspect où c'est même pas la version un peu old school des pivots, tu sais, juste le post-up et puis ça va batailler, etc. C'est aussi un phénomène assez incroyable, parce que c'est un combo de puissance, ok, mais aussi de toucher de balle. Le toucher de balle est assez fantastique, assez soyeux pour sa taille, ce qui fait qu'il a une panoplie de lay-up, de hook shot un peu autour du panier, mais aussi il peut se mettre face au jeu. Il a un jump shot de très, très grande qualité, parce qu'il y a ce toucher qui est fantastique, et en plus il a bossé la mécanique. Mais tu vois, encore une fois, en plus cette année, 41% à 3 points, c'est pas mal. Enfin, c'est même très très bien, je veux dire. Mais surtout sur les longs 2, 51% sur les longs tirs à 2 points. Il faut savoir qu'en général, l'échelle va de 30% pour les moins bons à 50% pour les meilleurs, ou alors 60% si vous êtes Kevin Durant, mais grosso modo 51% sur les longs tirs à 2 points, c'est excellentissime. Il est dans cette zone-là, plus le panier, plus un aspect aussi parfois de finition off-ball, plus d'ailleurs cette année, je rajoute, il s'est mis un peu à faire des drives, parce que Nick Nurse est arrivé, il a mis en place ses schémas tactiques de un peu la weave offense, qui est beaucoup de mouvements dans le périmètre avant d'attaquer, et donc Embiid cette année fait des drives carrément. Et sur les joueurs qui ont un certain volume de drive, pas énorme, mais un petit volume de drive, c'est le plus efficace de NBA. Voilà, très simplement, parmi les petits volumes de toute la NBA, c'est le plus efficace de toute la ligue, parce qu'il y a un combo de puissance avec de la vitesse, une certaine mobilité, donc quand il se met face au jeu, c'est létal. Et puis après, il y a toujours la question des lancers francs aussi. Et là-dessus, autant il m'énerve un peu quand je le regarde, et comme tout le monde, c'est insupportable. Mais en même temps, on peut pas trop lui reprocher, c'est juste, les règles sont en place, les arbitres, ils appellent ça. Lui, il fait rien de mal, à part à jouer avec les règles, quoi. L'arbitrage NBA est insupportable là-dessus. Ouais.
Qu'on soit bien d'accord. Ça, je l'ai dit d'ailleurs dans le podcast l'autre jour qu'on a fait en parlant des Jeux Olympiques là, avec Elvis Rocan. Il a fait un livre sur la Dream Team et on parlait de ça justement et ça me faisait, j'étais mort de rire devant mon écran quand je le voyais jeter ses bras en l'air et qui regardait les arbitres FIBA en se disant bah alors les gars vous sifflez pas et bah non il y a absolument pas faute quoi. C'est toi qui fais un geste qui a absolument pas qui a pas de sens quoi. Et ça m'énerve. Je t'avouerais que cette partie de son jeu, je sais pas combien de fois il va au lancer franc par match, mais c'est j'en peux plus quoi. J'en peux plus. J'en peux plus de devoir shooter des lancers francs en permanence. ça me gave. Et je crois qu'on est sur le plus gros volume de tirs au non, il a déjà eu plus par 36 minutes, mais ouais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a à dire sur Joel Embiid en saison régulière, la saison régulière qu'il a fait la saison dernière, sur les 39 matchs qu'il a joué, il est absolument époustouflant. De tous les côtés où tu regardes, tous les chiffres que tu regardes, tu te dis ce gars est le meilleur joueur de la ligue. Dans ton classement, là on peut le mettre numéro 1, j'ai aucun problème avec ça. Je le mettrai pas numéro 1, pourquoi ? Parce que pour moi, si t'es fort en saison régulière, ok, c'est cool, c'est mignon, merci beaucoup, instant Kawhi. Kawhi, pas Kawhi Leonard, hein. Kawhi Japon. Ce gars-là, Jimmy Butler, elle est 2 fois plus en finale NBA que lui depuis que Jimmy Butler a quitté les Sixers en 2019. Salutations à Tobias Harris. C'est le seul MVP de l'histoire à n'avoir jamais remporté 2 séries de playoffs consécutives. Réfléchissez bien à ça. Et quand tu regardes sa production, la démonstration que tu viens de dire, de nous faire par rapport à Joel Embiid en la saison régulière là, qu'il vient de faire, incroyable, génial, formidable. Tu regardes sa production en play-off, c'est une catastrophe. C'est pas sa chute, il s'écroule totalement. Et ça, moi, je peux absolument pas faire fi de ça, quoi. C'est pas possible, en fait. À chaque fois, c'est la même chose. Il est blessé, il y a un truc qui va pas, et mentalement, il est ultra friable. Et ça se voit ça se voit dans les résultats, ça se voit sur ses performances sur le terrain. Et il a des très bons moments en play-off. Je dis pas, ça arrive. Bien évidemment, tu peux me sortir des matchs où il a été bon. Mais son efficacité, pour le coup, toi qui es attaché à l'efficacité, tu peux pas me dire qu'en termes d'efficacité, ça tient la route. Ouais, ça devient pas cata, je te trouve un peu sévère. Ça devient pas cata, mais effectivement, il y a une baisse significative par rapport à la régulière, mais qui est aussi un peu normale, qui arrive un peu. Il y a des chiffres qui sont atroces, hein. Atroces, qu'est-ce que t'appelles atroce ? En termes d'efficacité au tir. Ouais, et de balles perdues. C'est chaud, quoi. De là où on part. Oui. Mais parce qu'il y a une question de le style de jeu qui se transpose pas aussi bien, aussi facilement que des Jokic, que des Curry, etc. Mais ça, c'est vraiment le style de jeu et l'aspect de isolation, l'aspect aussi de provocation de faute, que forcément ça marche peut-être pas autant. Dans son passif, bon, on n'est pas trop là pour parler du passif, mais en effet, il y a aussi l'aspect d'endurance, en fait. Pour le coup, chez lui, tu vois, il y a des séries de playoffs qui commencent très bien, et sauf qu'à la fin, il est un peu cramé. Le Boston 2023, c'est un peu ça. Mais le truc, c'est qu'en plus, bon, malheureusement, pour cette année, il arrive un peu blessé, quoi. C'est pour le coup, tu l'as bien dit, le début de saison est fantastique. Et en effet, il revient, il est là pour les playoffs. Mais je trouve que c'est pas totalement le même Embiid, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça à tenir en compte pour cette année, quoi. C'est tout le temps la même histoire. Oui, mais ça, c'est les blessures. Mais bon. Je peux pas le quantifier, moi, ça, pour le coup, les blessures. C'est sûr. Je t'avoue. C'est sûr. Mais je suis d'accord qu'aprplein, quand tu construis l'équipe, ça peut être un facteur. On est d'accord. Mais non, après, le truc à rajouter sur sa saison, tu l'as un peu dit, c'est par rapport au passing. Plein d'indicateurs nous disent qu'il est un peu meilleur. Je serais un peu plus tempéré que la moyenne là-dessus, parce que je pense que c'est aussi le changement de système et le fait qu'il est un peu plus mis dans certaines conditions, certaines configurations où il est amené à faire la passe, ou alors, au-delà de faire la passe, parfois c'est juste des jeux de main à main, tu vois, juste je donne la balle à un mec qui arrive vers moi, lancé pour faire un dribble and off, genre Maxey ou autre. Bon, ça fait des assises de facto, mais
je trouve pas que les progrès soient à ce point conséquents ou faramineux comme certains indicateurs de volume peuvent le dire en termes de passing. C'est mieux, hein, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas à ce point génial. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des lectures de jeu de vraiment qu'il n'avait pas l'habitude de voir avant, et j'ai l'impression qu'il voyait des passes comme rarement il les a vues, quoi. T'as pas eu cette impression-là sur certains matchs où il avait vraiment, où tu sentais vraiment qu'il avait fait un vrai effort pour comprendre ce qui se passait, quoi. Si, il y a des progrès, en effet, il y a des progrès. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est toujours pas arrivé à un niveau où c'est genre, ah ouais, le passing d'Embiid, c'est genre excellent, quoi. Tu vois, on est encore plutôt sur le... Oui, je vois bien. C'est aussi, on parle beaucoup d'efficacité, mais c'est un point important, ça aussi, le côté, à quel point est-ce que ton scoring est un peu inclus et se fond dans la synergie collective du fond de jeu. C'est pour ça que Jokic est à ce point fabuleux, c'est pour ça que Curry est à ce point fabuleux. C'est vrai que Embiid, parfois, il y a un peu ce truc un peu de mon côté, le scoring un peu de mon côté, et on sait que, voilà, si tu fais des prises à deux, si tu fais des schémas un peu défensifs, un peu agressifs, un peu complexes, il n'a pas ce niveau de lecture pour en tirer profit, donc il n'y a pas la même synergie, quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'en a pas trop parlé non plus, mais la défense, elle est quand même assez bonne, même si, bon, il y a quand même pas mal de matchs cette année où il est parfois irrégulier. Mais tu vois, moi j'ai pas mal de souvenirs de matchs où t'as un mec qui arrive, qui drive au panier, il fait pas le pas de côté pour aller contester, mais comme peut-être il pouvait le faire en début de carrière, il y a aussi cet aspect de voilà, le volume, ça se paye aussi à un moment donné, quoi. Si tu peux pas augmenter encore et encore et encore le curseur de volume et avoir le même niveau d'intensité en défense, comment dire, l'énergie est une quantité finie. Donc je pense aussi qu'on a un Embiid un peu plus irrégulier en saison régulière, mais par contre, quand il est focus, quand il est bien, on a affaire, et il faut quand même le rappeler, à un mec qui est de niveau all defense sur un poste de pivot en termes de protection de panier, et qui est encore, à mon sens, je répète, quand il est impliqué, donc pas tout le temps, mais quand il est impliqué, qui est top 3, top 5 intimidation de panier de NBA. Et ça, pour moi, c'est vrai que ça a de la valeur, parce que c'est les tirs au panier les plus rentables. Donc si tu arrives à empêcher que l'adversaire prenne des tirs au panier, ça rajoute aussi pas mal de valeur au final, quoi. Complètement, et c'est un casse-tête, Joel Embiid. C'est un casse-tête. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Et là, c'est vrai que ouais. Ses contre-performances en play-off, comme tu dis, il est blessé, machin, mais c'est tellement tout le temps que... Et puis il s'est quand même croûté, il s'est quand même troué plusieurs fois aussi. Enfin, faut arrêter d'essayer de trouver des excuses en permanence, quoi. Il y a un moment où on est dur avec certains joueurs, faut l'être avec tout le monde dans ces cas-là, quoi. Tu peux pas avoir tu peux pas être timoré en permanence avec des joueurs parce ils te sont sympathiques ou je ne sais quoi, tu vois. Et Dieu sait que Joel Embiid m'a été très longtemps sympathique, mais là, je sais pas. Il y a eu trop de contre-performances en play-off. Moi, ces performances en play-off vraiment me refroidissent tout ce qu'il a pu faire. Et encore une fois, on parle de 39 matchs en saison régulière, qui ont été magnifiques, hein. Mais c'est 39 matchs et ces stats, elles sont même pas officielles sur la saison, quoi. Faut bien comprendre ça aussi, quoi. Elles sont pas retenues officiellement. Comment ça ? Je crois qu'il est pas dans les classements. 39 matchs, c'est pas assez pour être classé officiellement dans les statistiques de fin de saison. Ah, d'accord, ok. Je crois. Ouais. Tiens, je te propose, tu parles de classement ? Classement, allons sur le classement. Où est-ce qu'on le met ? Je te file la patate chaude, Josh. Ouais. Non, mais on parle de quoi alors ? Est-ce que tu peux me est-ce qu'à la fin du podcast tu peux me redéfinir de quoi on parle ? Non, mais attends. Alors, on parle de quoi ? Est-ce qu'on parle de la saison régulière du joueur de façon il s'inscrit dans quoi, Joel Embiid, dans ce classement ? L'impact en 2024. Donc c'est en gros l'impact par match, le critère. Donc tu vois, sur tous les matchs ou que sur la saison régulière ? Non, sur tous les matchs, toute la saison. Donc tu vois, si SGA a joué plus de matchs, c'est pas un critère parce qu'on évalue la valeur par match. Donc ça, on s'en fiche. Mais c'est toute la saison, donc c'est régulière plus playoff. Tu en fais ce que tu veux. C'est la perf 2024, l'impact en 2024. Je le mets en dessous Doncic et potentiellement en dessous Tchegidjous. Donc Giannis c'est 1, Doncic 2 et SGA en 3. Et donc le mettre là, le caler devant Kawhi Leonard, alors devant ce groupe Leonard, Durant, Tatum.
Et je comprendrais que quelqu'un nous entende parler, enfin m'entende dire ça et dise, enfin non, je comprendrais pas, non. Je comprendrais pas du tout. Non, Cheeky Juice Alexander, clairement, je vois même pas comment on peut questionner la saison passée, quoi. Non, il n'y a pas à questionner, mais c'est même volume, même efficacité. Donc on est un peu sur un même rendement au final. Même si c'est vrai qu'on a quand même une certaine valeur, plus de création peut-être avec LGA parce que ces drives étaient un peu le détonateur d'un fond de jeu collectif ensuite qui était exploité peut-être un peu plus que Embiid pour le coup. Mais en même temps, j'aime quand même pas mal la valeur défensive d'Embiid. Donc tu vois, pour moi, la fourchette haute, assez clairement, va au-dessus de Luka Doncic. L'évaluation positive, on va dire, la pondération positive de telle ou telle qualité. Mais ça me va de le mettre par là. Ça me va de le mettre entre SGA et Kawhi Leonard. Je te rejoins. Alors, je te le rejoins. J'ai pas aimé ses playoffs à Sonics. Il m'a saoulé, Joël. Et donc non, quoi. Pas en dessous moi, personnellement, impossible de le mettre devant Luka Doncic. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, mettons-le là, alors. De mon point de vue. Mais tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, mais attention, il y a un flingue sur la tempe quand même. Mais pas du tout. Non, mais je plaisante, évidemment. Déjà, j'ai pas de flingue. Déjà, on n'est pas dans la même pièce. Je plaisante. Non, mais ok, faisons comme ça. Et puis, mais puis non, mais quiz. Arrête. Fais comme bon te semble. Toi, tu t'en penses quoi au final? Ah, mais non, mais moi, je te dis, on est sur cette fourchette pour moi, entre 4 et 2, assez clairement. Mais bon, tu vois, déjà, on a déjà parlé du fait que on pourrait pourquoi pas, renégocier, rediscuter Doncic-Giannis. Donc, pour moi, si on fonctionne plutôt en termes de chapeau, je pense qu'on n'est pas à la place près. Je pense qu'on a un chapeau 1, 2, 3, 4, là, Embiid, Doncic, SGA, Giannis qui sont ensemble. L'important pour moi, c'est juste de démarquer le fait qu'il est au-dessus du chapeau suivant, en fait. Je t'avoue que c'est plus ça que pinailler sur la place près. Ouais, mais moi, j'ai envie de pinailler à fond. Je comprends. Parce que, je comprends. Et en fait, j'ai besoin de t'entendre parler de cette différence entre la régulière et les playoffs, Joel Embiid. J'ai vraiment envie de me dire ce que tu ressens par rapport à ça. Hormis le fait qu'il est blessé ou je sais pas quoi. Il y a autre chose quand même. Il est pas blessé tout le temps, mais ça fait un peu partie de ce genre de créateurs qui justement n'ont pas trop de passing ou de synergie de mouvement et autres. Et en effet, l'efficacité en playoff, ça descend un peu, mais c'est un peu lié au style de jeu, tu vois, c'était un peu pareil Harden à l'époque. C'est un peu pareil ce genre de profil. Tu prends même des DeRozan, tu prends des Ingram, tu prends ce genre de mecs de top scorer d'isolation. Ça se transpose pas autant en playoff, mais évidemment, mais pourquoi? Mais parce qu'en playoff, t'affrontes des défenses d'élite, donc t'affrontes pas des Orlando, alors que Orlando est bon maintenant, mais t'affrontes pas des Charlotte, des Washington, et etc. quoi. Donc l'échantillon est quand même de nature très différente, donc on peut aussi expliquer comme ça. Le passing aussi, on a vu que c'était une limite au plus haut niveau, parce que voilà, quand t'as des défenses un peu complexes qui viennent vers lui, il n'y a pas ce passing de haut niveau, même si, malgré les progrès un peu récents, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas ce passing pour faire des très hautes lectures de haut niveau. Donc je pense que c'est aussi un peu une limite. Et puis, au-delà des blessures, moi je pense vraiment que l'aspect d'endurance, c'est un truc qui est primordial. Et ça pour le coup, c'est un peu de sa faute, la condition physique. Mais la série contre Boston 2023, il commence, il est génial. À la fin, il est cramé. Et alors que le début de série, tu vois, défensivement, c'est un des 3 meilleurs défenseurs qu'on ait jamais vu en termes d'intimidation au panier. La fin de série, le mec, il arrive plus à bouger. Et donc, ça fait pas totalement partie du style de jeu, de l'analyse du profil, etc. Mais de facto, ça rentre en compte sur qu'est-ce qu'on a sur le terrain, quoi. Donc c'est un peu un mélange de ça pour moi, tu vois. C'est la transposabilité de ce style de jeu qui ne se fait pas aussi fluidement qu'un Jokic, qu'un Curry ou que d'autres, le passing aussi qui est un peu manquant face à des défenses de haut niveau, le côté endurance, le côté défense aussi, même si c'est un peu irrégulier, on va dire. C'est irrégulier un peu la défense, alors que en début de carrière, il était clairement au niveau all defense, très très haut niveau. C'est un peu un tout pour moi, mais bon, j'ai aussi hâte de voir est-ce qu'on pourrait pas avoir une campagne de playoff sans blessure et bien entourée. J'en rêve un peu, tu vois, parce qu'on a déjà vu quand même des bonnes campagnes, mais je te rejoins que c'est pas du même niveau que les saisons régulières. On est d'accord. Paul George et Joel Embiid dans la même équipe. Je dirais rien d'autre. Donc on le met en dessous SGA alors. On le met en dessous d'SGA, ouais. On peut le mettre en 4e, ça te va? Au-dessus du chapeau Kawhi, Tatum, Durant, Booker, Jordan Poole, etc. Au-dessus de ce chapeau. Et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout à fait dans la logique. Et donc, petit quiz. Nous sommes le 20 janvier 2024. On est avant sa blessure, juste avant d'ailleurs, je crois. Juste avant. C'est une T-Mac
Tracy McGrady. Donc je jette la balle par-dessus la planche et je vais dunker une T-Mac contre Orlando. Es-tu capable de me citer cette T-Mac de Joel Embiid contre le Orlando Magic le 20 janvier 2024 ? Est-ce que ton poteau Tobias Harris est là ? Évidemment qu'il est là. Il est toujours là. Il est plus là-bas maintenant. Kelly Oubre. Oui, Kelly. Tout à fait. Maxi n'est pas sur le terrain, c'est un autre meneur. Ah, Melton ou Payne ? Non plus. Non, aucun de ceux-là. C'est un meneur qui d'ailleurs depuis est en Europe maintenant. Ah, Beverley. Exactement, c'est pas de Beverley qui est sur le terrain, tout à fait. Patoche. Le dernier, c'est un capitaine. Un capitaine à la retraite. Un capitaine à la retraite. Ah, Batum. Exactement. Nicolas Batum. On l'a dit tout à l'heure. Exactement. J'ai changé d'indice. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais. C'est grave. T'as des ressources incroyables. Tout à fait. Et donc ça joue contre Orlando, c'est ça ? Orlando, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a Franzu ? Il n'est pas sur le terrain, non. Oh, alors j'arrête immédiatement de parler d'Orlando. Non, Jalen Suggs. Oui, exactement. C'est sûr qu'il est là. Banchero, le mec que t'aimes pas. Exactement, Banchero est là. C'est le vieux résumé dégueu. le mec pas sympa. Donc Banchero, Suggs. On a un fils d'eux. Et c'est vraiment un fils d'eux, c'est pas un jeu de mots. Le fils d'un ancien joueur des Knicks. Ah ouais, qui commente Cole Anthony. Exactement, le fils de Greg Anthony. Tout à fait, Cole Anthony. On a un pivot. Est-ce m'a dit, moi Moritz ? Non, on n'a pas Moritz, on a un autre pivot européen. Ah, Wendell Carter. Non, il n'est pas européen, Carter. Il est pas... Un autre pivot européen. Il est pas pivot, Wendell Carter ? Si, mais il n'est pas européen, je te dis. On cherche un autre européen. C'est pas Maurice Wagner. Ah, Bitadze quand il était fort, là. Goga Bitadze, tout à fait. Il nous a sorti. Tout d'un coup, Bitadze, c'était Vladi Divac, on savait pas pourquoi, tu vois. Ça a duré combien de temps, cette histoire ? Ça a pas duré longtemps, hein. Ouh, attends, ça va revenir l'an prochain, tu vas voir. Moi, je fais partie de la secte Goga Bitadze. Ouais, tu vas voir. Et le dernier, c'est dans les visiteurs. Qu'est-ce qu'il dit, Christian Clavier, dans les visiteurs ? Sarrazin ? Non. Il n'y a pas de joueur qui s'appelle. C'est quoi sa phrase type, Christian Clavier ? C'est OK. Eh ouais, alors. OK. Oh là là. Okeke. Exactement, c'est Chuma Okeke. Oh putain. Comme dirait Clavier. Pardon, je m'excuse. Markel Fultz, toi, tu l'aimes bien, Markel Fultz, toi ? Oui, bien sûr. T'as ton petit cœur brisé qui soit plus là ? Non, de toute façon, j'ai le cœur brisé depuis le début avec Markel Fultz, depuis que le jump shot a disparu. Donc, bon, le deuil est fait, on va dire. le deuil est fait. T'as commencé, t'étais déçu, quoi. Enfin, t'étais endeuillé. Arrêtons de rigoler, sinon on peut faire encore 3 heures, je pense, tous les deux à rigoler. Résumons le classement. Embiid, on l'a inséré au niveau de la 4e place entre SGA et Kawhi Leonard. On a aussi parlé de Brandon Ingram et de Jaylen Brown, qu'on a un peu collé dans le classement. On les a insérés autour de la 25e place entre Derrick White et Jamal Murray, un peu dans ce groupe-là. Et puis un peu plus bas, on a Dante DiVincenzo à côté de Klay Thompson, 55e place, et Anfernee Simons, un peu plus bas, mais pas loin, à côté de Jaime Jaquez et de Aaron Nesmith. Donc voici pour les 5 du jour qu'on a insérés dans le classement aujourd'hui. En tout cas, Josh, merci beaucoup pour ce très bon moment, pour toutes ces blagues qu'on a fait ensemble, mais surtout d'être passé de nouveau sur le Basket Lab et sur la syllabe. Et merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça s'est bien passé. Je sais pas si j'ai respecté les règles. C'était parfait, Josh. J'ai l'impression d'avoir trop parlé. Enfin bref. Pas du tout. Merci je vais aller me coucher. Je pense que c'est la meilleure chose que je dois faire maintenant. Merci à toi, Guillaume. C'est un vrai plaisir et un honneur de participer à ton podcast. Et bravo pour la qualité du travail que tu abats. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce classement qui avance petit à petit et pas mal de cas compliqués, vous l'avez vu. Et c'est vrai que, parenthèse, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, cet aspect de, finalement, on fait venir plein de monde de médias différents sur le podcast. Vous avez vu qu'on a eu Alex de Trash Talk, on a aujourd'hui Josh du Corner Pod, on a Rivers, on a Q-Basket, etc. Enfin, on a vraiment tout le monde du paysage, et c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est un peu de confronter les visions. On n'est pas là pour faire du clash, hein, évidemment, mais un peu avoir
un agrégat d'idées et pas seulement rester un peu dans la bulle Basket Lab où nous on a notre manière de penser. Vous y adhérez peut-être pas mal si vous écoutez, mais je trouve ça intéressant un peu de confronter tout ça, même si on n'est pas d'accord, mais c'est aussi là-dessus que, après, quand on n'est pas d'accord, ce qui est intéressant, c'est de développer pourquoi. Donc bref, c'est aussi hyper intéressant cette variété, je trouve, de profils, c'est ce qui me plaît beaucoup, et puis aussi le fait de recevoir pas mal de monde sur le podcast, ça c'est cool aussi. Bref, et donc la prochaine fois, nouvelle cuvée, la cuvée numéro 15, et c'est une cuvée exceptionnelle, puisque la prochaine fois, on va parler de Julius Randle, de Jalen Johnson, de Jeremy Grant. Voilà, vous me dites, pourquoi elle est exceptionnelle ? Mais non, puisqu'en fait, il y aura aussi du Stephen Curry et du Victor Wembanyama. Et oui, il est là, Wemby. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Josh d'être revenu sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.